Si cet enfant naît dans cette maison, je garantis moi-même qu'il ne s'appellera jamais de Valois. Raphaël de Valois retourna au manoir de Neuilly-sur-Seine plus tôt que prévu, sans prévenir personne. Ce qu'il entendit derrière la porte du salon changea à jamais l'image parfaite qu'il avait de sa propre mère. Clémence, son épouse enceinte, était humiliée à l'intérieur de la maison, qui aurait dû la protéger. Mais la jeune femme, que tous jugeaient fragile, portait plus qu'un enfant dans son ventre. Elle portait un secret, capable d'ébranler une famille entière. Raphaël de Valois s'arrêta dans le couloir de marbre du manoir, comme si le sol avait disparu sous ses chaussures sur mesure. Il était entré par la porte latérale pour éviter la vue des employés, sa valise toujours à la main. La chemise sombre froissée par le vol entre Paris et Lyon, le visage marqué par 3 nuits sans sommeil. Il avait l'intention de surprendre Clémence, peu être la trouver dans la chambre, peu être s'excuser pour son absence trop longue, mais la voix de sa mère traversa la porte entr'ouverte du salon principal comme une lame. Si cet enfant naît dans cette maison, je garantis moi-même qu'il ne s'appellera jamais de Valois, dit Hélène avec un calme vénéneux que Raphaël connaissait des réunions de conseil d'administration, pas de l'intimité domestique. De l'intérieur, Clémence répondit à voix basse, mais ferme. Vous pouvez enlever mon nom de la porte, Madame Hélène, mais vous ne pouvez pas m'arracher mon fils. La mère de Raphaël laissa échapper un rire sec. Votre fils fait référence au coup le mieux planifié que cette famille ait subi. Une autre voix, celle de Clémence, trembla seulement au début. Je n'ai jamais demandé d'argent à Raphaël. Hélène frappa quelque chose sur la table. Elle n'en a pas demandé parce qu'elle a appris à attendre plus. Raphaël sentit ses doigts se crisper sur la poignée de sa valise. Puis il entendit Clémence dire « Si Raphaël croit cela, qu'il me regarde dans les yeux et le dise. » Et Hélène répondit froidement « Mon fils n'a pas besoin de regarder une femme comme vous, il a juste besoin de se réveiller. » Le salon principal du manoir de Valois était vaste, ouvert sur les vues de Paris par de hautes fenêtres filtrant la lumière dorée du crépuscule, musique, mais à cet instant, il semblait plus petit qu'une cellule. Clémence se tenait près du canapé en lin clair, une main protégeant son ventre de presque 6 mois, l'autre serrée sur le tissu simple de la robe bleu pâle qu'elle avait choisie par confort, non par élégance. Devant elle, Hélène de Valois conservait sa posture impeccable habituelle. Cheveux coiffés, perles discrètes, robe beige à la coupe parfaite, le joli visage musique, durci par des années de contrôle. Sur la table basse, il y avait une enveloppe ouverte, un document avec des pages marquées et un crayon d'argent posé comme une arme. « Signez », ordonna Hélène. « Vous partez aujourd'hui et recevez une somme suffisante pour disparaître dignement et nous évitons un scandale. » Clémence regarda le papier, puis la femme qui, pendant des mois, avait souri devant Raphaël Musique et l'avait appelé ma chérie. « Vous avez répété ce discours de nombreuses fois ?» Hélène inclina le menton. « J'ai survécu à de meilleures femmes que vous essayant d'entrer dans cette famille. » Clémence prit une profonde inspiration. « Alors pourquoi avez-vous si peur de moi ?» La question changea la température de la pièce. Hélène ne répondit pas immédiatement. Ses yeux descendirent vers le cou de Clémence, où un petit pendentif ancien en forme de coquillage, avec des lignes de soleil gravées, reposait contre sa peau. Derrière la porte, Raphaël vit aussi le pendentif quand il avança d'un demi-pas. Il l'avait déjà remarqué auparavant, bien sûr, mais toujours comme un détail intime de Clémence. Quelque chose qu'elle touchait quand elle était nerveuse et cachait sous sa blouse quand quelqu'un demandait d'où cela venait. Il n'avait jamais imaginé que cela puisse signifier quelque chose pour sa mère. Hélène, cependant, pâlit pendant une seconde si brève que n'importe qui d'autre l'aurait ignorée. Raphaël ne la manqua pas. Il avait appris à lire les micro-expressions dans les salles où des milliards étaient décidés sans élever la voix. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Hélène. Et pour la première fois, sa voix perdit son élégance. Clémence serra le pendentif avec ses doigts. « C'était à ma mère. » Hélène reprit le contrôle trop rapidement. « Alors, votre mère savait aussi choisir des symboles pour impressionner. » Clémence esquissa un sourire triste. « Ma mère savait travailler, Madame Hélène. Elle nettoyait des chambres d'hôtel. Elle faisait des doubles services, rentrait à la maison avec une odeur de désinfectant, et pourtant, musique, elle m'enseignait à ne pas baisser la tête devant des gens qui confondent nom de famille et caractère. » L'expression d'Hélène se durcit. « Attention, il y a des portes qu'une femme enceinte ne devrait pas ouvrir. » Clémence leva le visage. « Et il y a des péchés qu'une famille ne peut pas enterrer pour toujours. » La phrase frappa Raphaël d'une manière étrange, comme si elle appartenait à une conversation antérieure, une de ces conversations interrompues par son arrivée lors d'un dîner de famille. Pendant des mois, qu'il entrait dans le salon. Des enveloppes que sa mère rangeait à la hâte, des appels qui se terminaient quand il s'approchait. Il avait toujours attribué cela aux disputes internes du groupe de Valois Atlantique,
au projet de revitalisation d'un ancien hôtel à Marseille, au type de secret d'entreprise que les familles riches traitaient comme un héritage génétique. Il n'avait jamais pensé à Clémence. Il n'avait jamais pensé que sa femme, la femme qui dormait à ses côtés, un livre ouvert sur la poitrine, puisse être au centre d'une guerre silencieuse à l'intérieur de sa propre maison. Hélène poussa le document plus près, ferme avant le retour de Raphaël. Il est fatigué, sous pression, musique, sur le point de conclure l'accord le plus important de sa vie. Il ne mérite pas d'être entraîné dans un scandale par une jeune femme qui est apparue enceinte trop rapidement. Clémence pâlit, mais ne recula pas. Vous savez exactement quand ce bébé a été conçu, vous savez que Raphaël est le père, vous savez que je n'ai jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Hélène approcha son visage cruel avec douceur. Je sais ce qu'il est bon de savoir et je sais qu'une preuve peut dire une chose, tandis que l'opinion publique en comprend une autre. Raphaël ferma les yeux un instant. Cette dernière phrase révéla plus qu'une insulte, elle révéla une stratégie. Sa mère n'offensait pas seulement Clémence, elle préparait une narration. Il poussa la porte avec suffisamment de force pour la faire claquer contre le mur, et les deux femmes se retournèrent. Le visage de Clémence perdit sa couleur d'un coup, non par soulagement, mais par honte. Cela fit plus mal que n'importe quelle accusation. Hélène, au contraire, se redressa rapidement. « Raphaël, dit-elle, comme si son fils était arrivé pour un déjeuner ordinaire. Tu es rentré tôt. » Il regarda le crayon, le contrat, le ventre de Clémence et finalement sa mère. Suffisamment tôt, le silence qui suivit fut dense, chargé par le bruit lointain des vagues et le tintement d'un verre dans la zone de service. Hélène tenta de sourire. « Tu as entendu une partie d'une conversation difficile. » Raphaël laissa tomber sa valise au sol. « J'ai entendu ma mère menacer d'effacer mon fils du nom de ma famille. » Clémence détourna le regard et ce petit geste dit à Raphaël que ce n'était pas la première fois. « Depuis quand ?» demanda-t-il. Mais la question ne s'adressait pas seulement à Hélène. Clémence répondit sans le regarder. « Assez longtemps pour que je cesse d'espérer que quelqu'un s'en rende compte. » La réponse fut basse, mais ouvrit en lui une blessure immédiate. Raphaël fit un pas vers elle. Mais Clémence recula presque imperceptiblement comme quelqu'un qui protège non seulement son corps, mais une dignité rapiécée à la hâte. Hélène perçut le mouvement et l'utilisa. « Vous voyez ? Musique, ça a commencé. Elle va faire la victime. Elle va pleurer. Elle va dire qu'elle a souffert en silence parce qu'elle vous aime. C'est toujours comme ça. » Raphaël se tourna vers sa mère. « Taisez-vous. » La phrase sortit si froide que même Hélène parut ne pas le reconnaître. Mais Clémence ferma les yeux comme si cette défense tardive la blessait au lieu de la sauver. « Ne lui parlez pas comme ça à cause de moi, » dit Clémence. « Pas maintenant. » Raphaël la regarda, confus. « Musique, Clémence, je viens d'entendre. » Elle l'interrompit avec un calme brisé. « Vous venez d'entendre parce que vous êtes rentré plus tôt, pas parce que vous avez demandé, pas parce que vous avez cru, quand je me taisais au dîner, quand votre mère me corrigeait devant les employés, quand je disais que j'étais fatigué et que vous répondiez que je devais m'adapter. » Chaque mot traversa le salon lentement. Raphaël se rappela de petites scènes, de détails qui lui avaient semblé insignifiants musique, et sentit sa propre intelligence se transformer en culpabilité. Il avait vu, seulement il n'avait pas voulu comprendre. Hélène serra la mâchoire, mais ses yeux se tournèrent à nouveau vers le pendentif de Clémence. Raphaël le remarqua. « Pourquoi ce collier vous dérange-t-il tant, madame ?» demanda-t-il. Sa mère soutint son regard. « Ne soyez pas ridicule. Nous parlons d'une femme qui tente de vous piéger avec une grossesse et un théâtre d'humilité. » Musique. Clémence prit une profonde inspiration, fatiguée. « N'utilisez plus ma mère pour m'insulter. » Raphaël fronça les sourcils. Sa mère, Hélène, répondit avant elle, une employée d'hôtel, une femme qui a su très bien circuler là où elle ne devait pas. Cela semblait trop répété, trop ancien. Clémence resta immobile, mais ses yeux se remplirent d'une douleur qui n'était pas d'aujourd'hui. « Ma mère est morte en travaillant pour payer les médicaments qu'elle me cachait, » dit-elle. Si elle a circulé quelque part, c'était avec un plateau à la main et les pieds gonflés. Musique. Hélène ouvrit la bouche, mais Raphaël l'interrompit. « Quel hôtel c'était » demanda-t-il. La question tomba comme une pierre. Clémence le regarda pour la première fois depuis son entrée. Il y avait de l'amour là, oui, mais couvert par une épaisse couche de déception. Pourquoi cela importe-t-il maintenant ? Raphaël ne sut pas répondre sans paraître encore plus coupable. Pourquoi ma mère a-t-elle eu peur ? Pourquoi je ne sais pas qui vous êtes ? Parce que je n'ai jamais demandé. Musique. La porte latérale du salon s'ouvrit, et Marthe, la femme de maison qui travaillait depuis 20 ans pour la famille, apparut le visage tendu. « Madame Hélène, excusez-moi, mais le maître Augustin a rappelé. Il a dit que c'est urgent et que Madame Clémence doit rentrer avant 18. » Hélène se tourna trop rapidement. « Vous n'aviez pas le droit d'apporter ce message ici. » Marthe baissa les yeux, mais ne partit pas.
Clémence pâlit en entendant le nom. Raphaël perçut. « Qui est Augustin ?» Hélène répondit avec un venin contenu. Un de plus de ces avocats qui sentent l'argent quand ils découvrent une grossesse opportune. Clémence prit son sac du canapé. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient déterminés. C'était l'avocat de ma mère. Raphaël fit un autre pas. « Clémence, attends. Nous devons parler. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Nous devions parler quand je t'ai dit que je ne me sentais pas bien dans cette maison et que tu as répondu que mon insécurité passerait. » L'impact fut certain. Raphaël déglutit. Hélène, cependant, profita de la fissure. Si elle sort par cette porte maintenant, Raphaël ne courait pas derrière. Parfois, une femme montre qui elle est quand elle se rend compte qu'elle a perdu la scène. Clémence regarda sa belle-mère. « Non, Madame Hélène. Parfois, une femme part parce qu'elle a finalement compris que rester est aussi une forme de se perdre. » Raphaël retint le bras de Clémence avant qu'elle n'atteigne le couloir, mais ne la serra pas. Ce fut un toucher désespéré et prudent, comme s'il avait peur de briser ce qui s'était déjà fissuré. « Je ne savais pas, dit-il, et il détesta sa propre phrase dès qu'il l'entendit. Clémence regarda sa main sur son bras. « Je sais. » La simplicité de la réponse le détruisit plus qu'une accusation. Elle ne disait pas qu'il était innocent. Elle disait qu'il avait choisi de ne pas savoir. Raphaël lâcha son bras. « Je vais résoudre cela. » Clémence secoua la tête. Il croit toujours que tout est une crise d'entreprise. Puis elle porta la main à son ventre, respira difficilement et ajouta « Notre fils n'a pas besoin d'un manoir. Il a besoin d'un père qui n'arrive pas toujours après l'humiliation. » Raphaël resta sans voix. Hélène observait de près, les lèvres serrées, peu, être pour la première fois sans contrôle total de la scène. Clémence passa à côté de lui, mais s'arrêta près de la porte quand Raphaël demanda presque dans un murmure. « Tu allais signer ?» Elle tourna le visage de côté. « Non, mais je voulais voir jusqu'où irait ta mère pour me faire partir d'ici. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène. « Maintenant, je sais. » Quand Clémence sortit, Raphaël sentit l'impulsion brutale de la suivre. Mais il resta dans le salon parce qu'il y avait une vérité qui pourrissait là, entre sa mère et le document sur la table. Hélène marcha jusqu'au bar, servit de l'eau comme si elle avait besoin d'occuper ses mains et dit « Tu es émotif. Elle a utilisé la grossesse pour t'affaiblir. » Raphaël prit l'enveloppe et lut les premières lignes. C'était un accord de confidentialité, renonciation à de futures réclamations, acceptation de résidences séparées, clause qui parlait de la vie privée de la famille de Valois et de protection de la réputation. Ce n'était pas un geste désespéré de mère, c'était une opération. Qui a préparé cela? Hélène but une gorgée, les avocats de la famille. Raphaël leva les yeux. Sans mon autorisation, elle posa le verre avec force. J'ai protégé pendant que tu jouais à épouser une inconnue. Le mot inconnu resta en suspens. Raphaël baissa les yeux vers un dossier plus petit, partiellement caché sous un magazine sur la table d'appoint. Avant qu'Hélène ne puisse l'empêcher, il le sortit. À l'intérieur, il y avait une copie d'une ancienne certification, une photographie déchirée et des annotations sur le nom Dubois et Sy. Sur le morceau de photo, Raphaël reconnut son père plus jeune aux côtés d'une femme qui portait un pendentif, identique à celui de Clémence, au cou. Hélène avança et lui retira le dossier des mains, mais il était déjà trop tard. Raphaël en avait vu assez pour comprendre que l'histoire avait commencé avant son mariage, avant la grossesse, peut-être même avant qu'il ne rencontre Clémence Musique, lors de ce gala de charité rue du Faubourg Saint-Honoré, quand elle servait de coordinatrice volontaire pour un projet social et l'avait confrontée pour avoir coupé les fonds d'une crèche sans visiter les lieux. Il était tombé amoureux de cette bravoure, même s'il ne l'aurait jamais admis. Ensuite, il l'avait introduite au sein de la famille comme quelqu'un qui apporte de la lumière dans une vieille maison, mais il avait permis à tous de traiter cette lumière comme une invasion. « Qui est Dubois et Sy ?» demanda-t-il. Hélène prit une profonde inspiration, et pendant une seconde, Raphaël vit non pas la matriarche imbattable, mais une femme effrayée. Un nom mort. Raphaël s'approcha. « Les noms morts ne vous font pas trembler, vous. » Hélène reprit son masque. « Vous ne comprenez pas ce que ces gens peuvent faire à notre famille. » Raphaël rit doucement, sans humour. « Ces gens, vous faites référence à la mère de ma femme ?» Hélène serra le dossier contre sa poitrine. « Je parle d'une dette que votre père a laissée et que j'ai passé ma vie à essayer d'empêcher qu'on vous la réclame. » La phrase aurait dû éveiller la passion, mais n'apporta que plus de questions. Avant que Raphaël ne réponde, il entendit le moteur d'une voiture à l'entrée. Par la fenêtre, il vit Clémence descendre les marches du manoir sans attendre de chauffeur. Marthe courait derrière elle avec une veste légère, insistant pour qu'elle ne parte pas seule. Clémence accepta la veste, toucha le bras de la femme de maison avec gratitude et monta dans le VTC qu'elle avait probablement appelé avant qu'il n'ouvre la porte du salon. Cela le blessa d'une manière intime. Elle avait déjà un plan de fuite à l'intérieur de sa maison. Raphaël se tourna vers Hélène. «
Si je découvre que vous avez à nouveau menacé Clémence, il n'y aura ni conseil d'administration, ni nom de famille, ni passé qui vous protège de moi. » Hélène leva le menton. « Tu vas choisir une femme qui a menti sur ses propres origines contre ta mère ?» Raphaël regarda une dernière fois le document de renonciation. « Aujourd'hui, j'ai découvert que son origine peut être la seule chose honnête dans cette pièce. » Hélène resta immobile, et son silence confirma plus que n'importe quelle confession. Raphaël sortit du manoir quelques minutes plus tard, sans valise, sans chauffeur, sans la veste que quelqu'un avait tenté de lui remettre. Dans le jardin, l'odeur de la brise marine se mêlait au parfum cher des fleurs que sa mère faisait changer toute la semaine pour que la maison paraisse vivante. Il appela Clémence une fois, puis Musique une autre. Elle ne répondit pas. À la troisième, un message apparut. « Ne viens pas derrière moi pour me sauver. Viens seulement quand tu seras prêt à dire la vérité. » Raphaël lut ces mots, debout devant le grand portail en fer, avec Marseille brillant de l'autre côté, comme si rien ne s'était passé. Dans le manoir, Hélène faisait être déjà des appels, réarrangeant les versions, effaçant les traces, mais quelque chose lui avait échappé. Raphaël savait maintenant que Clémence n'était pas seulement l'épouse humiliée qu'il n'avait pas réussi à protéger. Elle était la clé d'une histoire enterrée sous le marbre de sa propre famille. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Raphaël de Valois eut peur non pas de perdre une affaire, mais d'avoir perdu la seule personne qui pourrait encore lui apprendre à être meilleur que le nom qu'il portait. La voiture traversa la corniche de Marseille, tandis que Clémence gardait ses deux mains sur son ventre, comme si elle pouvait empêcher la douleur du manoir de Valois d'atteindre l'enfant. La ville défilait par la fenêtre avec sa beauté bruyante, ses kiosques illuminés, ses vieux bâtiments, les gens marchant comme si le monde ne s'était pas effondré dans un salon de marbre. Le chauffeur demanda 2 fois si elle allait bien, et elle répondit par un mouvement de tête parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. Sur son portable, le nom de Raphaël insistait sur l'écran. Un musique appel 2, 3. Elle laissa sonner jusqu'à ce que le silence revienne. Non par cruauté, mais parce qu'elle savait que si elle entendait sa voix à cet instant, elle céderait être à la partie la plus faible d'elle-même, la partie qui se souvenait encore de Raphaël, enlevant ses chaussures chères pour entrer maladroitement dans la petite cuisine de sa mère des mois avant le mariage, faisant semblant de savoir couper des oignons juste pour la faire rire. La partie qui avait presque cru que l'amour suffisait à traverser les noms de famille, les salles à manger et les regards de mépris. Quand la voiture tourna dans une rue plus étroite du Marais, loin du scintillement agressif de la plage, Clémence respira profondément. Elle ne fuyait pas. Elle retournait au seul endroit où son histoire n'avait pas besoin de demander la permission. L'immeuble ancien où sa mère avait vécu ses dernières années musique avait des murs usés, un ascenseur capricieux et une odeur de café frais venant d'un appartement au 2e étage. Rien n'y correspondait au manoir de Neuilly-sur-Seine, musique. Mais Clémence sentit ses épaules se détendre dès qu'elle entra dans le couloir. La clé était toujours cachée dans son sac, enveloppée dans un mouchoir qui avait appartenu à sa mère, et la serrure musique résista un peu avant de céder, comme si même la porte la reconnaissait avec difficulté après si longtemps. L'appartement était propre, simple, presque intact. Petit canapé, table en bois, rideaux clairs, une étagère avec des livres de recettes, des cahiers de contes anciens et une photographie de sa mère souriant sur la plage, portant le même pendentif qui pesait sur le cou de Clémence comme un héritage et une sentence. Elle posa son sac sur la chaise et laissa enfin couler ses larmes. Elle ne pleura pas à cause de l'humiliation d'Hélène, car celle-ci s'était déjà répétée tant de fois qu'elle avait perdu l'élément de surprise. Elle pleura parce que Raphaël avait tout entendu trop tard. Elle pleura parce que son amour, quand il apparut, vint avec un visage d'étonnement, pas de certitude. Le téléphone sonna à nouveau, mais cette fois ce n'était pas Raphaël. Sur l'écran, le nom du maître Augustin Leroy apparut, l'ancien avocat de sa mère, un homme que Clémence avait évité pendant des semaines de peur d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait être pas refermée. Elle décrocha sans saluer, et sa voix arriva rauque, pressée, chargée d'inquiétude. « Clémence, Dieu merci. Ta mère m'a fait promettre de n'insister que lorsque le délai serait proche, mais maintenant on ne peut plus attendre. » Elle ferma les yeux. « Je ne veux pas transformer mon fils en une dispute familiale, maître. » De l'autre musique, côté, il y eut un bref silence. « Ma chère, la dispute existe déjà. La différence est que jusqu'à aujourd'hui, seul un côté a utilisé des documents. » Clémence posa sa main sur la table. « Madame Hélène sait. » Augustin laissa échapper un soupir lourd. Elle en sait plus qu'elle ne devrait. Et si elle a essayé de vous faire signer une renonciation, c'est parce qu'elle a compris que la grossesse a changé la donne. Le mot « donne » la dérangea. Son fils n'était pas un pion. Sa vie n'était pas un jeu. Néanmoins, elle demanda presque essoufflée. « Combien de temps ai-je » Augustin répondit, sans détour. « Peu. Nous devons nous rencontrer demain matin. » Et Clémence, ne signez rien qui vienne de la famille de Valois,
pas même par amour. Musique. Dans le manoir, Raphaël monta les escaliers avec le dossier Dubois et Sy à la main, ignorant l'appel d'Hélène derrière lui. Il entra dans son propre bureau et ferma la porte à clé, quelque chose qu'il ne faisait jamais à l'intérieur de la maison où il avait grandi, croyant que sa mère était la seule personne incapable de le trahir. Sur la table, il rouvrit le dossier. Il y avait des copies d'anciens registres, des annotations faites avec l'écriture d'Hélène, des coupures concernant la vente d'un hôtel historique à Marseille et une photographie déchirée en deux. Le morceau qu'il avait vu montrait son père plus jeune aux côtés d'une femme aux cheveux sombres, au sourire timide et au même pendentif en coquillage au cou. Au verso, une date ancienne et 2 mots. Marine Dubois. Raphaël répéta le nom à voix basse et sentit quelque chose bouger dans sa mémoire. Musique, Marine. Il avait déjà entendu ce nom lors d'une discussion étouffée quand il était adolescent, peu avant que son père ne quitte la présidence du groupe et passe des mois reclus dans le domaine familial. À ce moment-là, Hélène avait dit que c'était une affaire d'adulte. Maintenant, il comprenait que les affaires d'adultes avaient tendance à pourrir quand personne ne les affrontait. Hélène frappa à la porte une fois et entra sans attendre de permission, car dans sa maison, les portes fermées n'avaient jamais été faites contre elle. Raphaël ne se leva pas. « Qui était Marine Dubois ?» demanda-t-il en gardant sa voix contrôlée. Sa mère ferma la porte lentement. « Une femme ambitieuse qui s'est rapprochée de ton père quand il était vulnérable. » Raphaël leva la photographie et la mère de ma femme. Hélène serra les lèvres. « C'est une coïncidence malheureuse. » Il laissa échapper un rire court. « Vous avez passé des mois à traiter Clémence d'opportuniste pendant que vous cachiez un dossier avec l'histoire de sa mère. Coïncidence n'est pas le mot. » Hélène marcha jusqu'à la fenêtre où Marseille brillait comme un décor fait pour cacher des ruines. « Tu n'as pas connu ton père à cette époque. Il a presque tout détruit à cause de cette famille. » Raphaël se leva. « De cette famille ou de la culpabilité que vous avez laissée derrière vous ?» Elle se tourna, les yeux allumés. « Attention, Raphaël, tu parles de mort, de contrats et de personnes qui savait très bien comment manipuler un homme puissant. » Il regarda sa propre mère avec une nouvelle froideur. « C'est amusant. Aujourd'hui, j'ai vu une femme puissante essayer de manipuler une femme enceinte avec un contrat. » Pour la première fois, Hélène n'eut pas de réponse immédiate. Pendant que Raphaël l'affrontait, Clémence passa la nuit sans pouvoir dormir sur le petit canapé de l'appartement ancien. Le lit de sa mère restait fait dans la chambre, mais elle n'eut pas le courage d'entrer. Elle resta dans le salon avec une couverture sur les jambes, écoutant les sons de l'immeuble, un couple discutant à voix basse à l'étage, une télévision allumée sur une chaîne populaire, une moto coupant la quiétude de l'aube. Cette vie ordinaire, imparfaite et réelle, semblait plus digne que n'importe quelle coupe en cristal dans le manoir de Valois. À 3 heures du matin, elle ouvrit la boîte de documents qu'elle gardait depuis la mort de sa mère. Il y avait des certifications, des lettres sans destinataire, des preuves de travail dans des hôtels, un ancien badge de l'hôtel L'Ancre Royale, et une enveloppe scellée avec son nom écrit de la calligraphie délicate de Marine. Clémence n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. Elle croyait qu'elle respectait la mémoire de sa mère en gardant certaines douleurs enfermées, mais elle percevait maintenant qu'elle avait être confondu le respect avec la peur. Elle toucha l'enveloppe, sentit le bébé bouger doucement et murmura « Je ne te laisserai pas utiliser pour me faire taire. » C'est seulement alors qu'elle brisa le sceau. La lettre était courte, écrite par une femme qui savait ne pas avoir le temps de tout expliquer. Marine disait qu'elle avait aimé quelqu'un d'impossible, musique, mais que son erreur n'avait pas été d'aimer, mais de faire confiance à des personnes qui parlaient d'honneur tout en négociant des vies dans des pièces fermées. Elle disait aussi que le nom Dubois et Sy n'était pas un luxe, mais une blessure, parce que la famille avait presque tout perdu lorsqu'un accord de vente de l'ancien hôtel L'Ancre Royale avait été signé sous pression. Clémence lut chaque ligne, le cœur battant dans les tempes. À la fin, Marine demandait à sa fille de chercher Augustin Leroy si un jour les de Valois essayaient de la transformer en une menace ou une honte. La phrase finale fit que Clémence porta la main à sa bouche pour ne pas sangloter à voix haute. Ne les laissez pas vous convaincre que naître loin du pouvoir signifie naître sans droit. Le matin, quand Raphaël apparut à la loge de l'immeuble, elle était déjà habillée, les documents dans son sac et le visage pâle de quelqu'un qui avait pleuré, mais ne s'était pas rendu. Le concierge interrompit la communication. « Madame Clémence, il y a un monsieur Raphaël en bas. » Elle regarda le téléphone muet pendant quelques secondes avant de répondre. « Dites-lui que je descends. Il ne monte pas. » Raphaël l'attendait sur le trottoir, sans garde de sécurité, sans chauffeur, portant les mêmes vêtements de la veille, comme s'il n'avait pas dormi non plus. En la voyant, il fit un pas instinctif, mais s'arrêta avant d'envahir son espace. « Tu vas bien ?» Clémence faillit sourire à la question absurde. « Je suis debout pour aujourd'hui. Ça suffit. » Il baissa les yeux, acceptant le coup. « J'ai lu une partie des documents. Ma mère m'a caché des choses. » Clémence serra plus fort son sac. « Et qu'est-ce que cela change ?» Raphaël hésita. « Ça change que je veux savoir la vérité.
Elle le regarda sous la lumière dure du matin parisien. « La vérité n'est pas une pièce dans laquelle tu entres quand tu reçois enfin la clé. Raphaël, j'ai essayé de te montrer la porte de nombreuses fois. » Il respira profondément. Clémence secoua la tête, fatiguée de cette phrase. « Musique, tu ne commences pas à savoir, c'est différent. » Un taxi s'arrêta au coin et elle fit un signe. Raphaël regarda son sac. « Tu vas rencontrer l'avocat ?» Ce n'était pas une question. Clémence répondit. « Oui. » Il fit un pas. « Je viens avec toi. » Musique. Elle ouvrit la porte du taxi et avant d'entrer, dit sans élever la voix. « Tu ne viens pas pour me protéger. Si tu montes dans cette voiture, tu vas entendre des choses qui pourraient détruire la version de ta famille. Et cette fois, je ne vais rien adoucir pour que tu puisses mieux dormir. » Il entra. Pendant le trajet jusqu'au bureau d'Augustin au centre de Paris, ils ne parlèrent presque pas. La ville changeait par la fenêtre, de la mer aux avenues d'élégants immeubles, aux façades anciennes d'une beauté touristique, à une autre plus dure et moins photographiée. Raphaël regardait Clémence de temps en temps, percevant de petites choses que sa hâte avait auparavant ignorées. La façon dont elle respirait, plus lentement quand le bébé bougeait, la fatigue sous la fermeté avec laquelle elle tenait la poignée de son sac, comme si là se trouvait sa dernière défense. Il voulait s'excuser, mais il sentit qu'une excuse lancée sur le siège arrière d'un taxi serait trop petite pour la ruine qu'il avait aidé à construire. Dans l'immeuble commercial où Augustin travaillait, l'ascenseur monta en grinçant et l'avocat les reçut avec une expression de surprise en voyant Raphaël. C'était un homme aux cheveux blancs, en costume simple et au regard qui évaluait avant de faire confiance. « Monsieur de Valois » dit-il sans tendre la main immédiatement. Raphaël accepta l'hostilité. « Je suis ici parce que ma femme l'a permis. » Augustin regarda Clémence, qui confirma d'un geste. « Alors, asseyez-vous, mais comprenez une chose dans cette pièce, maître Raphaël. Votre nom de famille ne parle pas plus fort que les documents. » Augustin ouvrit un épais dossier et commença par les bases, sans dramatiser. L'ancien hôtel L'Ancre Royale, construit par la famille Dubois et Sy, des décennies auparavant, avait été vendu lors d'une opération complexe à un consortium qui serait plus tard lié au groupe de Valois Atlantique. Marine, la mère de Clémence, était l'une des héritières indirectes, mais sa signature de renonciation apparaissait dans des conditions douteuses, obtenue alors qu'elle était financièrement vulnérable et isolée de sa famille. Il y avait des indices de pression, pas suffisants pour une simple guerre, mais suffisants pour rouvrir des questions si un héritier direct apparaissait avec une documentation maternelle complète. Raphaël écouta sans bouger, Clémence aussi. Quand Augustin mentionna que la grossesse renforçait la position successorale, en unissant deux lignées familiales liées au projet de Marseille, Clémence leva la main. « Mon fils n'est pas un argument juridique. » L'avocat adoucit sa voix. « Je sais, mais Madame Hélène sait qu'il peut devenir un symbole impossible à effacer. » Raphaël serra les poings sur ses genoux. Hélène ne voulait pas seulement expulser Clémence. Elle voulait couper le pont avant que quelqu'un ne se rende compte que le pont existait. La réunion se termina par des orientations pratiques. Enregistrer formellement le refus de tout accord présenté par Hélène, préserver les lettres et documents de Marine, éviter les déclarations publiques et préparer une notification discrète au conseil juridique de deux Valois Atlantiques. Quand ils sortirent de l'immeuble, Raphaël semblait porter un nouvel âge sur son visage. Musique. Sur le trottoir, il dit « Je peux suspendre ma mère des décisions du projet dès aujourd'hui. » Clémence se tourna vers lui, sérieuse. « Et demain, tout le monde dira que tu m'as fait choisir entre ta mère et ta femme enceinte. » Elle est prête pour ce récit. Raphaël passa la main dans ses cheveux. « Musique. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» La question était honnête, mais Clémence sentit l'ancienne douleur revenir. « Je veux que tu cesses de me traiter comme une crise à gérer. » Il resta silencieux. Elle continua. « Je ne veux pas d'une guerre en mon nom. Je ne veux pas que tu achètes des titres, que tu achètes des journalistes, que tu menaces des avocats ou que tu jettes ta mère dans un feu public juste pour prouver que tu es repentant. Je veux que tu dises la vérité quand il est plus facile de mentir. Musique. Je veux que tu me choisisses avant d'être acculé. » Raphaël absorba chaque mot comme quelqu'un qui apprend une langue qu'il aurait dû connaître depuis toujours. Mais Hélène agit plus vite qu'il ne l'imaginait. En fin d'après-midi, avant qu'aucune notification ne soit envoyée, une note anonyme commença à circuler dans les chroniques mondaines numériques de Paris. « Jeune épouse d'un entrepreneur milliardaire quitte le manoir de Neuilly-sur-Seine après un conflit familial. Des sources parlent d'exigences financières et d'une grossesse utilisée comme pression. Aucun nom complet, aucune accusation directe, mais suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. » Clémence vit la nouvelle sur son portable dans un café discret où elle tentait de manger quelque chose. Raphaël reçut le même message quelques secondes plus tard, envoyé par 3 conseillers paniqués. Son visage se durcit. « C'est elle. Musique.
Clémence regarda par la fenêtre les gens qui passaient sans savoir qu'une phrase pouvait entacher une vie entière. Bien sûr, c'était elle. Il était déjà en train de prendre son téléphone, mais elle lui toucha la main. N'appelle pas pour crier. Elle te veut incontrôlée. Raphaël ferma les yeux, luttant contre l'impulsion. Alors, on reste immobile? Clémence rangea son portable. Non, je vais parler la première. Il la regarda, effrayé. À la presse? Elle nia, à moi-même. Pendant des mois, j'ai laissé d'autres personnes raconter qui j'étais. C'est fini. À ce moment-là, Raphaël vit quelque chose qu'Hélène ne comprendrait jamais. Clémence ne se brisait pas. Elle revenait à son propre axe. Le soir, Clémence retourna seule à l'appartement du Marais, refusant la voiture et les gardes de sécurité que Raphaël lui avait offerts. Avant d'entrer, il l'accompagna jusqu'à la porte de l'immeuble, gardant la distance qu'elle lui avait imposée. « Puis-je au moins rester près ?» demanda-t-il. Elle le regarda longtemps. « Tu peux rester là où ta conscience te dictera, mais ne confonds pas la présence avec la surveillance. » Raphaël la sentit blessée et méritant la blessure. « Clémence, je suis désolé. » Elle tint la porte vitrée ouverte et répondit avec tristesse. « Je le crois, seulement je ne sais pas encore quoi en faire. » Le concierge ferma l'entrée après qu'elle soit montée, et Raphaël resta sur le trottoir sans savoir s'il avait gagné une petite chance ou perdu le droit de demander quoi que ce soit. En haut, une lumière s'alluma dans son appartement. Il regarda cette fenêtre simple et pensa à toutes les fois où il avait confondu le luxe avec la sécurité. À l'intérieur de l'immeuble, Clémence rouvrit la lettre de sa mère, toucha le pendentif et appela Augustin. « Préparez la notification », dit-elle d'une voix ferme. « Mais écrivez une chose au début, je ne demande pas l'entrée dans la famille de Valois. J'exige qu'il cesse d'essayer de m'expulser de ma propre histoire. » De l'autre côté de la ville, Hélène recevait la confirmation que la note s'était déjà répandue. Elle sourit, satisfaite, sans se rendre compte que pour la première fois elle n'avait pas provoqué le silence de Clémence, mais sa décision. Le lendemain matin, l'histoire n'appartenait plus seulement au couloir de la famille de Valois. Le nom de Clémence n'apparaissait pas encore entièrement dans les titres, mais l'expression « jeune épouse enceinte d'un milliardaire parisien » suffisait à ce que les commentaires fassent le reste. Dans des groupes fermés d'entrepreneurs, des chroniques sociales et des profils qui faisaient semblant de discuter des coulisses du pouvoir, elle devint un personnage avant de devenir une personne. On disait qu'elle était sortie du manoir en emportant des documents, qu'elle avait exigé un penthouse dans le 6e arrondissement, qu'elle avait menacé d'exposer Raphaël. Si elle ne recevait pas une partie du projet de Marseille, aucun mensonge n'était suffisamment complet pour être traité facilement. Et c'était là la main d'Hélène, salir sans laisser d'empreinte digitale. Dans l'appartement du Marais, Clémence ne lut que les premiers commentaires avant d'éteindre son portable. Le bébé bougea et elle respira lentement, essayant de laisser le venin des inconnus ne pas entrer dans son corps. Quand Augustin arriva avec un dossier et une expression grave, il la trouva en train de disposer la table avec du café, du pain et la lettre de sa mère à côté du pendentif. « Tu devrais te reposer », dit-il. Clémence répondit sans sentimentalisme. « Ma mère s'est reposée toute sa vie en attendant la justice. Je ne veux pas répéter ce genre de silence. » Augustin s'assit en face d'elle et ouvrit les documents avec la prudence de celui qui manipule des os anciens. Il expliqua que la note plantée dans la presse n'était pas seulement une attaque morale, c'était une préparation du terrain. Si Hélène parvenait à transformer Clémence en opportuniste avant que l'affaire Dubois et Sy ne soit rendue publique, toute revendication légitime semblerait du chantage. Clémence écouta en silence, se rappelant sa mère, rentrant épuisée, se massant les pieds gonflés avec de l'alcool bon marché, et disant que certaines personnes volaient même le droit des pauvres à s'indigner. « Alors je parle maintenant, musique », dit Clémence. Augustin secoua la tête. « Si vous parlez comme une épouse blessée, ils vous dévoreront. Si vous parlez comme une héritière avant d'organiser l'épreuve, ils diront que c'était toujours votre intention. Nous devons choisir la bonne porte. » Elle toucha la lettre de Marine. « Musique. Et quelle est-elle » L'avocat respira profondément. Une déclaration courte, sans accuser Raphaël, sans attaquer Hélène, seulement niant le récit financier et affirmant que vous ne signerez aucun accord de silence sur des faits qui impliquent votre famille maternelle. Clémence comprit la subtilité. Ce ne serait pas une explosion, ce serait un avertissement. Le premier coup n'avait pas besoin de détruire le mur. Il suffisait de montrer qu'il y avait des fissures. Au siège de Valois Atlantique, Raphaël entra dans la salle de conseil d'administration, le visage grave et un dossier sous le bras. Les administrateurs l'attendaient déjà, certains préoccupés par la note sociale, d'autres plus intéressés à savoir si le scandale pourrait affecter l'attrait international du projet de Marseille. Hélène était assise à droite de la chaise principale, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elle voulait rappeler à tous que, même sans occuper officiellement la présidence, elle restait la colonne invisible de la famille. Raphaël ne salua personne avec cordialité. À partir d'aujourd'hui,
Toute décision liée à l'ancien hôtel, l'Ancre Royale passe par mon autorisation directe et par un audit externe, annonça-t-il. Hélène haussa les sourcils. Tu réagis émotionnellement au ragot. Il posa une copie de la note imprimée sur la table. Les ragots ne citent pas les détails d'un accord que seules 3 personnes connaissaient. Un administrateur toussa, mal à l'aise. Hélène sourit légèrement. Tu m'accuses devant le conseil d'administration, Raphaël? Il soutint son regard. J'empêche les affaires familiales de contaminer une opération commerciale. La phrase était calculée, mais les yeux disaient autre chose. Hélène le perçut et répondit avec larmes qu'elle maîtrisait le mieux. Musique, la culpabilité. Ton père aussi a confondu le désir avec la justice. Il nous a presque tout fait perdre à cause de Marine Dubois. Le nom tomba dans la pièce comme quelque chose de prohibé. 2 administrateurs plus âgés détournèrent le regard. Raphaël le remarqua. Pendant des années, il avait pensé que sa mère exagérait l'instabilité de son père pour justifier sa propre dureté. Maintenant, il voyait qu'il y avait une histoire collective évitée par commodité. Parlez d'elle, dit Raphaël. Hélène resta immobile. Non, pas ici. Il se pencha sur la table. Vous venez d'utiliser son nom pour justifier une décision d'entreprise. Alors parlez. Musique? Un des conseils. Raphaël se tourna vers lui. Saviez-vous que Marine Dubois avait une fille? Arthur serra les mains. Je savais qu'il y avait des rumeurs. Hélène l'interrompit. Des rumeurs fabriquées par une famille pleine de ressentiment. Raphaël ouvrit le dossier et glissa la photographie déchirée sur la table. Cette femme portait le même pendentif que Clémence. Ma mère cachait cette photo et hier, elle a essayé de faire signer une renonciation à ma femme enceinte. Le conseil d'administration se figea. Hélène se leva lentement. Son élégance maintenant affûtée. Tu permets à cette jeune femme d'utiliser ton fils contre ta propre famille? Raphaël répondit à voix basse. Non. Je demande enfin pourquoi ma famille a si peur d'elle. Pendant que la réunion à Paris se transformait en champ de mine, Clémence enregistrait sa déclaration au bureau d'Augustin, au centre de Marseille. Il n'y avait pas de maquillage professionnel, de décor luxueux, ni de larmes répétées, juste un mur clair. L'avocat hors cadre et sa voix ferme. Malgré la fatigue, je n'ai pas demandé d'argent pour quitter un quelconque endroit. Je n'ai pas accepté un accord de silence, et je n'autorise pas qu'on utilise ma grossesse pour justifier des mensonges sur mon caractère. Il existe d'anciennes questions qui impliquent l'histoire de ma mère, Marine Dubois, et elles seront traitées par les moyens appropriés avec des documents et du respect. Mon fils ne sera pas utilisé comme une arme par aucune famille. Augustin regarda l'enregistrement et resta silencieux pendant quelques secondes. Êtes-vous prête pour la réaction? Clémence regarda son propre reflet éteint sur l'écran de son portable. Non, mais je suis prête à cesser de me cacher. Avant qu'elle ne la publie, elle reçut un message de Raphaël. Le conseil d'administration a entendu le nom de ta mère aujourd'hui. Ma mère a essayé de tout déformer. Je ne l'ai pas laissé faire. Clémence le lut 3 fois. La partie blessée d'elle-même voulut répondre avec dureté. La partie fatiguée voulut ne pas répondre. Finalement, elle écrivit seulement « Ne fais pas cela pour moi si tu n'es pas prêt à aller jusqu'au bout ». Raphaël répondit presque immédiatement « J'aurais dû commencer plus tôt ». La déclaration de Clémence se répandit avec une vitesse qu'aucun conseiller ne pouvait contrôler entièrement. Certains profils l'attaquèrent, la traitant de calculatrice pour avoir parlé de documents en pleine crise conjugale. D'autres, surtout des femmes, qui reconnaissaient la violence éduquée des familles riches, commencèrent à la défendre. Le nom Marine Dubois refit surface dans d'anciens forums, dans les commentaires d'anciens employés d'hôtel, dans des souvenirs fragmentés de gens qui avaient travaillé à l'Ancre Royale avant la vente. Une femme de chambre à la retraite écrivit que Marine avait été une jeune femme droite, humiliée par des personnes importantes. Un ancien serveur mentionna une dispute entre les dirigeants de Valois Musique et la famille Dubois et Sié. Rien de tout cela n'était une preuve, mais c'était de la mémoire. Et la mémoire, lorsqu'elle apparaît en masse, effraie ceux qui dépendent de l'oubli. Hélène comprit cela avant tout le monde. Dans son appartement réservé du 16e arrondissement, elle appela un conseiller juridique et parla sans élever la voix. « Je veux savoir qui est encore en vie de cette époque et qui peut être acheté avant d'être entendu. » De l'autre côté, l'homme hésita. « Madame Hélène, cela pourrait ressembler à de l'intimidation. » Elle regarda la ville par la fenêtre. « Cela ne ressemble à de l'intimidation que lorsque ça échoue. » Raphaël retourna à Marseille le même jour, mais il n'alla pas directement à l'appartement de Clémence. Pour la première fois, il réprima l'impulsion de se présenter devant elle avec des décisions prêtes. Au lieu de cela, il se rendit à l'ancien bâtiment administratif de l'hôtel L'Ancre Royale, une construction partiellement vide près de la plage, déjà encerclée par d'élégants panneaux portant le logo du futur projet. L'endroit devait devenir un symbole de rénovation, mais pour Raphaël, il ressemblait maintenant à une sépulture peinte de promesses. Un vieux concierge, embauché pour entretenir la zone avant le début des travaux, reconnut son nom de famille et devint nerveux. Raphaël demanda après Marine Dubois.
L'homme regarda autour de lui comme si les murs obéissaient encore aux morts. « J'étais jeune, monsieur. Je portais des valises. Je ne sais pas grand-chose. » Raphaël sortit la photographie déchirée de sa poche. Le concierge regarda l'image et son visage s'adoucit. Madame Marine était bonne avec tout le monde. Elle ne ressemblait pas à une héritière. Elle ressemblait à des gens de notre côté. Raphaël s'arrêta. Héritière ? L'homme réalisa qu'il en avait trop dit. C'est ce qu'on disait, qu'elle avait droit à une partie. Mais ensuite, elle a disparu des papiers. Après, elle a beaucoup pleuré, puis elle est partie. Raphaël eut honte de respirer dans cet endroit. Combien de vies sa famille avait-elle transformées en notes de bas de page? Le soir, il trouva enfin Clémence, non pas dans son appartement, mais sur la petite place, devant l'immeuble, où elle était descendue pour marcher lentement, sur recommandation médicale et par sa propre obstination. Raphaël se tint à quelques mètres jusqu'à ce qu'elle le voie. Clémence portait une robe simple, les cheveux attachés, le visage sans l'armure qu'elle revêtait devant les avocats. « Tu es allé à l'hôtel L'Ancre Royale », dit-elle avant qu'il ne le raconte. Raphaël ne le cacha pas. Oui, elle détourna les yeux vers les arbres, et j'ai découvert que ma mère n'était pas seulement une employée inopportune. La phrase portait de l'amertume, mais pas de triomphe. J'ai découvert que j'ai grandi dans une version très pratique de l'histoire. Clémence porta la main à son ventre quand le bébé bougea, et Raphaël accompagna le geste d'une tendresse contenue sans s'approcher. « J'aurais voulu en savoir plus sur toi », dit-il avant. « Pas maintenant que tout est devenu une preuve. » Clémence tarda à répondre. « Moi aussi, j'aurais voulu t'en dire plus, mais chaque fois que j'entrais chez toi, quelqu'un me rappelait que je devais être reconnaissante d'être là. Après un certain temps, on garde même ce qui pourrait nous défendre, juste pour ne pas avoir l'air de faire payer l'entrée. » Raphaël ferma les yeux. C'était la forme la plus douloureuse d'injustice. La personne blessée apprenant à se cacher pour ne pas être accusée d'avoir causé la blessure. Le moment se transforma presque en réconciliation, mais Hélène n'avait pas encore terminé. 2 voitures s'arrêtèrent près de la place et une femme élégante descendit, accompagnée d'un photographe qui feignait la discrétion. C'était Patricia Moreau, chroniqueuse mondaine et vieille alliée d'Hélène, connue pour transformer le venin en questions polies. « Raphaël, Clémence, quelle coïncidence de vous trouver ensemble après tant de spéculations, » dit-elle en pointant déjà son portable. Raphaël fit un pas en avant. « Éteignez ça. » Patricia sourit. « Le public veut seulement comprendre s'il y a une réconciliation ou une négociation. » Clémence confirme-t-elle qu'elle a engagé un avocat pour réclamer une partie du projet de Marseille en utilisant sa grossesse. Clémence pâlit, mais ne recula pas. Raphaël se durcit. Elle ne répondra pas. Patricia en profita. « Alors, vous répondez pour elle. » C'est alors que Clémence lui toucha le bras, non pas pour se cacher, mais pour l'empêcher de répéter la vieille erreur. Elle regarda la caméra. « Je réponds pour moi. Ma grossesse n'est pas un instrument de négociation. Ma mère avait une histoire avant que je ne rencontre Raphaël, et cette histoire ne sera pas effacée parce qu'elle dérange des noms importants. » Patricia tenta d'interrompre, mais Clémence continua. « Qui veut parler d'argent devra montrer des documents. Qui veut parler de mon caractère devra d'abord regarder sa propre conscience. » L'enregistrement dura moins d'1 minute, mais il sembla enflammer la nuit. Raphaël ordonna aux gardes d'éloigner Patricia sans agressivité, et la chroniqueuse partit satisfaite d'avoir obtenu du matériel, bien que peu, être pas le matériel qu'Hélène désirait. Clémence trembla après que la caméra se soit éloignée. Raphaël le vit et voulut la retenir, mais il attendit. Elle s'approcha elle-même d'un banc et s'assit, respirant difficilement. « Je déteste ça, » confessa-t-elle. « Je déteste devoir paraître forte quand je voulais juste être en paix. » Raphaël s'assit à ses côtés, laissant de l'espace entre eux. « Tu n'as besoin de paraître rien pour moi. » Clémence laissa échapper un rire fragile. « J'en ai eu besoin pendant longtemps. » Il accepta en silence. Puis musique, il dit. « Ma mère a utilisé une phrase aujourd'hui. Elle a dit que mon père nous a presque détruits à cause de Marine. Je crois qu'elle veut que je croie que ta mère était une menace. » Clémence le regarda. « Et tu le crois ?» Raphaël hésita, non pas par doute sur Marine, mais par honte de l'ancienne réponse qui avait existé en lui. « Avant-hier, j'aurais être cru ce que ma mère disait. Aujourd'hui, non. » Pour la première fois depuis des jours, Clémence ne détourna pas immédiatement le regard. Le lendemain, Augustin reçut un appel inattendu d'Arthur Duval, l'ancien conseiller. Il voulait parler à Clémence, mais pas par téléphone. La rencontre fut organisée dans une salle discrète d'un hôtel du quartier Saint-Germain-des-Prés, loin du manoir et du siège de l'entreprise. Raphaël ne fut pas invité, mais Clémence décida de le prévenir. Néanmoins, pas par permission, expliqua-t-elle dans le message, mais par transparence. Il répondit « Merci de me donner quelque chose que je n'ai pas su te donner. » La phrase l'affecta plus qu'elle n'aurait voulu. Dans la salle de l'hôtel, Arthur semblait plus petit, hors de l'environnement du conseil d'administration. Il avait les mains tremblantes et un dossier fin,
J'aurais dû chercher ta mère, dit-il à Clémence sans détour. Mais j'avais de jeunes enfants, des dettes, peur d'Hélène et du pouvoir qu'elle exerçait sur nous tous. Clémence sentit la rage monter. La peur est un mot très confortable quand c'est une autre personne qui en paie le prix. Arthur accepta. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas venu demander pardon. Musique. Je suis venu apporter du contexte. Du dossier, il sortit une copie du procès-verbal interne du consortium qui avait acheté l'encre royale. Il y avait une annotation latérale indiquant que Marine Dubois devait être neutralisée avant la formalisation finale. Clémence lut le mot « neutralisé » et sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement un préjugé, c'était une méthode. Arthur expliqua que Marine avait contesté la vente en découvrant qu'une partie des parts familiales avait été transférée sans clarté. À ce moment-là, Hélène, Musique, encore jeune mais déjà influente, craignait que toute dispute ne détruise l'ascension des de Valois dans le secteur hôtelier. Le père de Raphaël, au contraire, semblait enclin à réparer Marine, peut être par culpabilité, peut être par affection, Musique, peut être par les deux. Ils ont eu une histoire d'amour, demanda Clémence, détestant devoir demander. Arthur respira profondément. Il y a eu des sentiments, je ne sais pas jusqu'où ça a été, mais je sais que Marine a refusé de recevoir de l'argent pour disparaître. Elle voulait la reconnaissance de ce qui lui appartenait. Clémence serra les doigts sur le pendentif. Ma mère ne me l'a jamais dit. Arthur baissa la tête. Peut être parce qu'elle ne voulait pas que tu grandisses en pensant que ta vie a commencé dans une dispute. La phrase toucha un endroit délicat. Musique. Pendant des années, Clémence avait cru que sa mère cachait le passé par honte. Maintenant, elle commençait à voir que Marine avait être essayé de la protéger d'un héritage empoisonné. Avant de partir, Arthur ajouta « Hélène n'a pas peur de perdre de l'argent. Elle a peur qu'on découvre que sa respectabilité a été construite sur l'expulsion d'une femme enceinte du passé. » Musique. Clémence leva les yeux. Enceinte, Arthur pâlit comme s'il avait trop parlé. La révélation interrompue ouvrit une nouvelle brèche. Clémence sortit de l'hôtel les mains glacées et appela Augustin avant même de demander une voiture. Ma mère était enceinte quand elle a été sous pression. L'avocat resta silencieux. Trop longtemps. Clémence faillit crier, mais elle se contrôla. « Je suis ce document complet, maître Augustin. » Il soupira. « Il est possible que Marine était déjà enceinte de vous lorsqu'elle a signé la renonciation. Cela peut rendre la pression encore plus grave, Musique, mais cela rend aussi tout émotionnellement dangereux. Hélène utilisera tout doute sur la paternité, l'honneur et l'intérêt pour détourner l'attention. » Clémence sentit le monde basculer. Non pas parce qu'elle craignait qui était son père, Marine avait toujours été une mère suffisante, mais parce que, tout à coup, la cruauté d'Hélène dans le salon du manoir résonnait comme une répétition. Une femme enceinte, acculée, poussée dehors, exactement comme Clémence l'avait presque été. L'histoire non seulement revenait, elle se répétait avec elle. Musique, quand Raphaël le sut, il resta silencieux si longtemps que Clémence faillit raccrocher. Il demanda à la rencontrer sur la plage, sur un tronçon moins fréquenté de Marseille, près de l'ancien hôtel entouré de panneaux. Elle accepta parce que fuir cette conversation serait permettre à Hélène de continuer à contrôler les absences. Ils se rencontrèrent au crépuscule, le ciel taché d'orange, la mer reflétant une beauté indifférente. Raphaël semblait dévasté. « Si ma mère a fait avec toi ce que quelqu'un a fait avec Marine », il ne termina pas. Clémence regarda les panneaux de l'encre royale. « Ne transforme pas cela en ta tragédie. » Avant de comprendre que c'était sa vie à elle, il se sentit blessé par la précision. « Tu as raison. » Elle s'attendait à une défense, une excuse, une promesse. Au lieu de cela, Raphaël dit « Je vais convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration à Marseille, avec un audit, avec Augustin présent si tu veux, avec Arthur témoignant formellement, mais je ne le ferai que si tu es d'accord. Je ne vais pas utiliser ton histoire pour paraître un héros. » Clémence sentit quelque chose bouger en elle. Non, pas de pardon, pas encore, mais une sorte de reconnaissance. Il demandait enfin. Avant qu'elle ne réponde, le portable de Raphaël sonna. C'était Hélène. Il le mit sur haut-parleur, sans prévenir être par lassitude des secrets. La voix de sa mère arriva basse et contrôlée. « Rentre à la maison maintenant. Tu ne sais pas ce que cette femme est sur le point de te faire. » Raphaël regarda Clémence et répondit « Si vous parlez de ma femme, utilisez son nom. » Hélène rit sans humour. « Votre femme est la fille de Marine Dubois. Vous voulez vraiment savoir pourquoi cela devrait vous faire peur ?» Clémence resta immobile. Raphaël serra le téléphone. « Je veux. » Il y eut une longue pause, suffisamment longue pour que la mère semble plus bruyante. Puis Hélène dit « Parce que si les bons papiers apparaissent, tu découvriras être que tu as passé des mois marié à la fille de la femme que ton père a aimée plus qu'il n'a aimé sa propre famille. » La phrase était faite pour détruire, mais elle n'eut pas l'effet qu'Hélène imaginait. Raphaël ferma les yeux
et Clémence sentit sa douleur sans renoncer à la sienne. Quand il parla, sa voix était basse. Alors, musique, peut être que le problème n'a jamais été Clémence. Peut être que c'était le fait que vous n'avez jamais supporté de perdre une guerre que Marine ne voulait même pas livrer. Hélène raccrocha. Le silence après l'appel fut plus intime que n'importe quelle étreinte. Clémence regarda Raphaël et vit non pas le milliardaire imbattable de deux Valois Atlantiques, mais un homme faisant face à la possibilité que toute son enfance ait été organisée autour de la rancœur d'une femme. Elle aurait pu utiliser ce moment pour le blesser. Une partie d'elle le voulait, mais le bébé bougea, et Clémence se souvint de la lettre de Marine. La phrase sur le fait de ne pas naître sans droit. Le droit, c'était aussi de ne pas hériter de la haine des autres. « Fais la réunion », dit-elle. Raphaël ouvrit les yeux. « Avec toi présente ». Clémence regarda l'ancien hôtel, l'encre royale, les panneaux qui cachaient la façade, comme une famille cachait la honte. Avec moi parlant, non pas comme ta femme, mais comme la fille de Marine Dubois. Raphaël hocha la tête, et cette fois, il ne promit de détruire personne, d'acheter personne, de faire taire personne. Il resta juste à ses côtés en silence, pendant que le soleil tombait sur Marseille. Pour la première fois, Clémence ne sentit pas que son histoire devait s'intégrer dans l'ombre des deux Valois, mais elle savait aussi qu'Hélène acculée serait plus dangereuse que jamais. La réunion extraordinaire fut programmée pour un matin étouffant dans le salon réservé d'un vieil hôtel à Marseille, à quelques pâtés de maison de l'Ancre royale. Raphaël choisit cet endroit à dessein, non pour provoquer Hélène, mais pour empêcher que l'histoire soit discutée loin de la scène où elle avait commencé. La table ovale était entourée d'avocats, de conseillers, de deux auditeurs externes et d'Augustin Leroy, qui s'assit à côté de Clémence, sans tenter de la cacher derrière des dossiers ou des formalités. Elle portait une robe claire, confortable, le pendentif en coquillage visible sur sa poitrine et une sérénité que personne là-bas ne confondrait avec de la fragilité. Hélène arriva la dernière, comme elle le faisait toujours quand elle voulait transformer la ponctualité en une mission pour les autres. En voyant Clémence assise non dans un coin, mais à la table principale, ses yeux se plissèrent. « Est-ce que c'est devenu un spectacle maintenant ?» demanda-t-elle en retirant ses gants fins d'un geste calculé. Raphaël répondit avant que quiconque ne bouge. « Non, le spectacle, c'était de planter des mensonges dans la presse. Aujourd'hui, c'est une réunion formelle. » Hélène regarda son fils comme s'il était un étranger. « Es-tu prêt à faire passer une femme enceinte émotionnellement instable avant la stabilité de tout un groupe ?» Clémence n'attendit pas que Raphaël la défende. « Madame Hélène, si vous voulez m'attaquer, au moins mettez à jour le scénario. Une femme enceinte sait aussi lire des contrats. » La phrase coupa la pièce sans cri et quelques regards se baissèrent pour cacher des réactions. Raphaël resta silencieux, comme Clémence lui avait demandé. C'était difficile pour lui. Son instinct était de se lever, d'affronter et d'écraser quiconque la blesserait. Mais ce matin-là, il ne s'agissait pas qu'il paraisse protecteur. Il s'agissait qu'elle soit écoutée. Augustin ouvrit le premier dossier et distribua des copies d'anciens documents, de registres d'entreprise, de correspondances internes, une version incomplète de la renonciation signée par Marine Dubois et des reçus montrant des paiements effectués à des intermédiaires liés au consortium qui avait absorbé l'hôtel L'Ancre royale. « Nous ne sommes pas ici pour réécrire l'histoire par émotion, » dit l'avocat. « Nous sommes ici parce qu'il y a des indices qu'une héritière a été forcée de renoncer à des droits patrimoniaux alors qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité économique et possiblement gestationnelle. » Hélène laissa échapper un rire bas. « Possiblement, le mot préféré de celui qui n'a pas de preuves. » Augustin ne se laissa pas démonter. « Musique, c'est pourquoi nous avons invité M. Arthur Duval. » La porte latérale s'ouvrit et Arthur entra lentement, appuyé sur une canne discrète, le visage pâle de quelqu'un qui avait passé la nuit à choisir entre la lâcheté et la mémoire. Hélène se leva immédiatement. « C'est une trahison. » Arthur regarda Hélène pendant de longues secondes avant de répondre. « Non, la trahison, c'est ce que nous avons fait à Marine. » Le silence devint si dense que même les auditeurs cessèrent de prendre des notes. Clémence sentit le bébé bouger et garda la main sur son ventre non pas pour dramatiser, mais pour rester présente. Arthur posa sur la table une vieille enveloppe brune aux bords usés. « J'ai gardé des copies parce que je savais qu'un jour quelqu'un essaierait de tout effacer. Je n'ai pas eu le courage de chercher Marine. Je n'ai pas eu le courage de chercher sa fille. Mais j'ai eu suffisamment peur pour préserver une partie de la vérité. » Hélène fit un pas en avant. « Vous avez reçu de l'argent de cette femme ?» Clémence leva le visage. « Vous parlez d'argent comme si c'était la seule langue du monde. » Arthur ouvrit l'enveloppe et en sortit un procès-verbal interne du consortium avec des annotations manuscrites. Musique, une lettre envoyée par Marine à l'ancien conseil d'administration et une réponse jamais livrée. Augustin demanda à tous d'observer la marge du procès-verbal. La phrase « neutraliseur Marine » avant la formalisation finale était là,
sans élégance, sans métaphore, sans possibilité de confondre le mépris avec une procédure technique. Raphaël ferma les yeux un instant. Quand il les ouvrit, il ne regarda pas Hélène, il regarda Clémence, et il y avait trop de honte sur son visage pour tenir dans des excuses. Hélène, acculée, changea de stratégie, musique, s'assit calmement, croisa les mains et parla au conseiller, non à son fils. Bien que Marine se soit sentie lésée, cela ne lui confère aucun droit automatique sur le projet actuel. Elle a épousé Raphaël sans révéler cette connexion, a caché des documents, et resté dans notre maison pendant que son avocat préparait une réclamation. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, qu'est-ce que c'est? L'accusation était intelligente parce qu'elle touchait le point le plus sensible, le silence de Clémence. Pendant des mois, elle avait vraiment caché son origine, ses lettres, ses peurs. La salle attendit que Raphaël explose pour la défendre, mais il resta immobile, les doigts entrelacés sur la table. Clémence respira profondément et répondit d'une voix ferme. « Musique. J'ai caché parce que j'ai grandi en entendant ma mère dire que certaines vérités coûtaient trop cher. J'ai caché parce que dans votre maison, tout geste de ma part devenait une preuve d'intérêt. Si je portais une robe simple, c'était de l'acting. Si j'apprenais l'étiquette, c'était de l'ambition. Si je refusais un cadeau, c'était de l'orgueil. Si je l'acceptais, c'était un coup. Vous avez construit une cage où tout choix de ma part confirmait le mensonge que vous aviez déjà décidé de raconter. » Hélène serra les lèvres. Clémence continua. « Mais caché par peur n'est pas la même chose que manipulé par pouvoir. Et je n'ai pas amené mon fils à cette table. Vous l'avez fait quand vous avez essayé de le faire disparaître d'un nom de famille avant même sa naissance. » L'un des auditeurs demanda la parole et expliqua avec un langage prudent que la question n'était pas un transfert immédiat de patrimoine, mais un risque juridique et de réputation dû à l'existence de documents non évalués lors de l'acquisition historique. Le projet de Marseille pourrait continuer, mais un audit indépendant devrait vérifier la chaîne des droits de l'ancien hôtel L'Ancre Royale. Hélène tenta d'interrompre en disant que cela paralyserait les investissements, effrayerait les partenaires et détruirait la valeur de l'entreprise. Raphaël parla alors pour la première fois depuis le début de la réunion. Si la valeur de l'entreprise dépend d'une injustice cachée, alors musique, elle est déjà détruite. La salle tourna les yeux vers lui. Hélène pâlit non de peur, mais de fureur. « Tu parles comme si tu n'avais pas été élevé par ce nom. » Raphaël soutint le regard de sa mère. « J'ai été élevé par ce nom et c'est pourquoi je connais le mal qu'il fait quand personne ne l'affronte. » Elle frappa la main sur la table. « J'ai protégé. » Il se pencha en avant. « Non. Vous avez protégé une version de moi qui obéissait. » La phrase n'était pas forte, mais elle démantelait des décennies de domination. Clémence détourna le regard parce que cette douleur n'était pas la sienne, même si elle avait été utilisée contre elle. Augustin présenta alors le document qu'Hélène attendait le moins, la lettre de Marine, jamais protocolisée, trouvée par Clémence dans l'appartement avec une copie authentifiée conservée dans les archives anciennes de l'avocat. Dans celle-ci, Marine racontait avoir signé la renonciation après des menaces d'être publiquement accusée d'implication indue avec le père de Raphaël et de perdre toute possibilité de travail dans le secteur hôtelier. La lettre ne mentionnait pas l'amour comme une faute, ni la romance comme une honte. Elle parlait de pression, d'isolement et de peur d'élever une fille dans le scandale. Quand Augustin lut le passage où Marine disait être enceinte et incapable d'affronter seule une structure d'entreprise, Clémence sentit la pièce tourner. Elle connaissait déjà la possibilité, mais entendre cela à voix haute transforma l'hypothèse en chair. Raphaël regarda Hélène avec une expression que Clémence n'avait jamais vue, non pas de la pure colère, mais du deuil. « Saviez-vous que Marine était enceinte ?» demanda-t-il. Hélène resta silencieuse. Arthur répondit pour elle d'une voix brisée. Tous ceux qui étaient à cette table le savaient. L'impact frappa Raphaël comme un coup de pied. L'histoire que sa mère avait répétée d'une femme ambitieuse s'effondrait devant lui, remplacée par une autre. Une femme enceinte, acculée, poussée dehors, exactement comme Clémence l'avait presque été. Hélène perçut que nier ne suffisait plus. Elle se leva lentement et pour la première fois laissa le masque se fissurer. « Vous parlez comme si Marine était une sainte. Elle ne l'était pas. Ton père la regardait comme il ne m'a jamais regardé. J'étais l'épouse, la mère, la femme qui maintenait la famille debout pendant qu'elle entrait dans les pièces avec cet air humble et faisait que tout le monde se sentait coupable d'être né avec plus. » Raphaël serra les poings. « Alors c'était de la jalousie. » Hélène rit, blessée. « C'était de la survie. Tu ne sais pas ce que c'était d'être une femme dans cette famille, Raphaël. Je n'avais pas le droit d'échouer. Si ton père avait choisi de réparer Marine, les conseillers m'auraient blâmé pour la ruine, pour sa faiblesse, pour la honte. J'ai fait ce que je devais faire pour que tout tienne bon. » Clémence écouta sans compassion facile, mais aussi sans nier la complexité de cette femme. Hélène n'était pas un monstre né de nulle part. C'était quelqu'un qui avait transformé la peur en méthode
et la douleur en cruauté. Vous auriez pu vous battre contre ceux qui vous opprimaient, dit Clémence. Musique. Vous avez choisi d'écraser une autre femme enceinte, et ensuite vous avez essayé de faire la même chose avec moi. Hélène se tourna vers elle, les yeux humides de haine. Vous ne comprenez rien. Clémence répondit à voix basse. Je comprends trop bien. C'est pourquoi j'ai arrêté la répétition. La réunion avança vers une décision qui semblait impossible quelques jours auparavant. Sur recommandation des auditeurs et devant les documents présentés, le conseil d'administration approuva la suspension temporaire d'Hélène de toute délibération liée au projet de Marseille et l'ouverture d'une révision indépendante sur l'acquisition historique de l'encre royale. Ce n'était pas une prison, ce n'était pas une vengeance théâtrale, ce n'était pas une chute spectaculaire pour satisfaire les spectateurs. C'était une conséquence, mais dure justement parce qu'elle était formelle, enregistrée, inévitable. Hélène signa le reçu du procès-verbal d'une main tremblante, puis elle regarda Raphaël. « Tu le regretteras quand elle prendra tout ce que ta famille a construit. » Raphaël répondit avec lassitude. « Peut être que j'essaie de sauver ce qui peut encore servir. » Elle se tourna vers Clémence. « Et tu crois que tu as gagné ?» Clémence sentit la question comme un piège. Elle regarda le pendentif, la table, les papiers qui prouvaient la douleur de sa mère et finalement la femme qui avait essayé de l'effacer. On ne gagne pas quand la vérité arrive tard, on décide seulement quoi en faire. Hélène ne répondit pas. Musique, elle sortit de la pièce sans se retourner. Mais sa défaite ne parut pas petite, elle parut ancienne. Quand tous commencèrent à se disperser, Raphaël resta près de la fenêtre du salon. Regardant la mère sans vraiment la voir, Clémence s'approcha lentement, non par pitié, mais parce qu'elle aussi avait besoin de fermer une porte entre eux avant que la suivante ne s'ouvre. « Tu as fait ce que tu as dit que tu ferais », affirma-t-elle. Il laissa échapper un soupir amer. Tard, il ne le nia pas. Raphaël se tourna vers elle. « J'ai passé ma vie à croire que ma mère était dure parce que le monde avait été dur avec elle. Aujourd'hui, j'ai découvert que c'était vrai, mais cela n'excuse rien. » Clémence posa sa main sur le dossier d'une chaise. La douleur de quelqu'un explique le chemin. Elle n'efface pas les traces. Il la sentit absorbée. Et mes traces? La question était directe, sans défense. Clémence sentit sa gorge se serrer. « Tu ne m'as pas humilié comme elle, mais tu m'as laissé seule dans des endroits où tu aurais dû être à mes côtés. Je ne sais pas si cela se guérit parce qu'une réunion s'est bien passée. » Raphaël baissa les yeux. « Moi non plus, mais je veux apprendre à être là, avant la blessure, pas après. » La phrase resta entre eux, simple et imparfaite. Pour la première fois, Clémence crut que il n'essayait pas de récupérer sa femme, mais de devenir quelqu'un qui méritait de marcher avec elle. Dehors de l'hôtel, la presse s'agglutinait déjà, alertée par quelqu'un qui servait probablement encore les intérêts d'Hélène. Les caméras se levèrent quand Raphaël et Clémence apparurent à l'entrée. Augustin suggéra qu'ils sortent par l'arrière, mais Clémence refusa. « J'ai passé des mois à sortir par des portes latérales, » dit-elle. Raphaël la regarda. « Tu veux que je parle ?» Elle réfléchit une seconde et répondit. « Je veux que tu restes à mes côtés pendant que je parle. » Il acquiesça. Devant les journalistes, Clémence ne révéla pas de détails juridiques, ni ne transforma sa mère en spectacle. Elle dit seulement qu'il y avait des documents en révision, que sa famille maternelle méritait le respect et que sa grossesse n'autorisait personne à la réduire à du chantage, de la honte ou du calcul. Quand une journaliste demanda si elle était toujours mariée à Raphaël, le silence devint dangereux. Clémence le regarda, puis les caméras. « Je suis toujours la mère de l'enfant que nous attendons. Je suis toujours la fille de Marine Dubois. Quant au mariage, cela ne sera pas décidé par des titres de journaux. » Raphaël n'essaya pas d'adoucir, il ajouta seulement « Je suis toujours responsable de ce que j'ai négligé de voir. » La phrase courut sur les micros comme quelque chose de rare dans le monde des puissants. Une culpabilité sans emballage. Plus tard, dans l'appartement du Marais, Clémence ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air de la nuit. La journée avait été trop longue pour tenir dans des souvenirs ordonnés. Raphaël l'avait accompagnée jusqu'à l'immeuble, mais n'avait pas demandé à monter. Il lui avait remis une copie numérique de tous les documents de la réunion et lui avait dit que toute prochaine étape serait décidée avec elle, non par elle. Cela n'effaçait pas le passé, mais déplaçait quelque chose dans le futur. Sur la table, le pendentif de Marine reposait à côté de la lettre, moins comme un poids et plus comme un pont. Clémence caressa son ventre et pensa à sa mère, non pas comme une victime silencieuse, mais comme une femme qui, même vaincue pendant un temps, avait laissé suffisamment de mots pour guider sa fille. Le portable vibra avec un message de Raphaël. « Je ne te demanderai pas de revenir. Je vais construire un endroit où tu n'auras pas besoin de te défendre pour rester. » Clémence lut lentement, sentant des larmes silencieuses couler. Elle ne répondit pas immédiatement. De l'autre côté de la ville, Hélène quittait l'hôtel par une sortie réservée, sans photographe, sans alliés proches, serrant son sac comme quelqu'un qui portait encore une arme.
La vérité avait gagné la première bataille, mais des familles comme les de Valois ne s'effondraient pas en un jour. Et Clémence savait que la dernière confrontation ne serait pas sur des documents, elle serait sur le lieu où son fils naîtrait et quel genre d'amour il hériterait. Dans les jours qui suivirent la réunion, le silence d'Hélène pesa plus que n'importe quelle attaque. La suspension temporaire du projet de Marseille fut annoncée dans un langage d'entreprise, rempli de mots comme révision, transparence et conformité. Mais tout Paris comprit qu'il y avait du sang ancien sous le marbre. Hélène n'apparut pas en public, n'appela pas Raphaël et ne chercha pas Clémence, ce qui, pour ceux qui la connaissaient, semblait moins une reddition qu'un calcul. Dans le manoir de Neuilly-sur-Seine, les employés marchaient comme si la maison avait vieilli d'une nuit à l'autre. Les arrangements floraux continuaient d'arriver, les verres continuaient de briller, la mer restait bleue derrière les immenses baies vitrées, mais quelque chose d'essentiel était brisé. Raphaël passa la semaine entre avocats, auditeurs et conseillers, signant des autorisations qu'il aurait auparavant déléguées, lisant chaque ligne de document qui parlait de Marine Dubois, comme s'il tentait de s'excuser auprès d'une morte par le biais de la bureaucratie. Le soir, il allait au Marais, se tenait de l'autre côté de la rue et attendait que Clémence apparaisse à la fenêtre. Il ne montait pas, n'insistait pas, il envoyait juste un court message. « Je suis ici non pas pour surveiller, mais pour que tu saches que je ne suis pas parti. » La troisième nuit, elle répondit « Je sais, mais j'apprends encore quoi faire de ta présence. » Clémence passait aussi par une transformation plus lente que ce que les titres permettaient de voir. Chaque matin, elle lisait avec Augustin une partie des documents de Marine, et sa mère cessait d'être seulement un doux souvenir pour devenir une femme entière, fière, effrayée, passionnée, peut être trompée avec certitude, mais jamais faible. Il y avait des reçus, des lettres, une photographie d'elle devant l'hôtel L'Ancre Royale, musique, avec un uniforme simple et un regard direct à la caméra, comme si elle savait qu'un jour quelqu'un aurait besoin de cette preuve d'existence. Clémence pleura en trouvant une annotation écrite au verso d'une feuille de compte. « Ma fille n'héritera pas de ma honte ». La phrase resta en elle comme un ordre et une bénédiction. Quand Raphaël lui demanda de se rencontrer dans un café discret près du parc Monceau, elle accepta non pas parce qu'elle lui avait déjà pardonné, mais parce qu'elle percevait que continuer à le fuir maintenait aussi Hélène au centre de l'histoire. Il arriva sans conseiller, n'apportant qu'un dossier fin. « Avant tout, dit-il en lui poussant les documents, je veux que tu saches que je retire toute clause familiale qui donnerait aux de Valois le contrôle sur les décisions liées à notre fils. » Clémence feuilleta les pages, surprise. Raphaël continua à voix basse. « Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une compensation. C'est le minimum que j'aurais dû comprendre avant. Aucun enfant n'a besoin de naître en portant un contrat comme berceau. » Cette phrase la désarma, presque. Clémence referma le dossier avec précaution et le regarda. « Tu penses toujours comme quelqu'un qui peut corriger le monde en signant des papiers. » Raphaël accepta le coup avec un petit hochement de tête. « Peut être, mais j'essaie d'utiliser les papiers pour défaire ce que d'autres papiers ont fait. » Elle baissa les yeux vers la tasse intacte. « Je ne veux pas que notre fils grandisse en entendant que sa grand-mère était une menace, que sa mère était une opportuniste ou que son père était un héros pour être arrivé en retard. » Raphaël respira comme si cette dernière partie faisait plus mal qu'il ne s'y attendait. Alors il entendra la vérité, la belle partie et la laide partie. Clémence l'observa pendant quelques secondes. « Et si la vérité montre que ton père a aimé ma mère ?» Raphaël serra les mains sur la table. « Je ne sais pas ce que cela me fera, mais je sais que je ne te ferai pas payer pour une douleur qui a commencé avant nous. » Le café autour d'eux continuait normalement, avec des serveurs qui passaient, des couples qui conversaient, un enfant qui renversait son jus sur la table d'à côté. La vie ordinaire semblait faire honte au drame des riches. Clémence ressentit une envie absurde de rire et de pleurer en même temps. « J'ai toujours mal, » dit-elle. Raphaël répondit sans tenter de se défendre. « Je sais, et je ne te demanderai pas que ta douleur se résolve rapidement. » La dernière offensive d'Hélène arriva le dimanche, non par la presse, mais par la porte principale de l'appartement du Marais. Clémence ouvrit parce qu'elle attendait Marthe, qui avait demandé la permission de lui rendre visite, mais elle trouva sa belle-mère vêtue de noir, sans bijoux, à part son ancienne alliance. Pendant un instant, la femme devant elle parut plus petite, non pas humble, mais fatiguée de porter sa propre armure. « Je ne suis pas venue faire un scandale, » dit Hélène. Clémence garda la porte entr'ouverte. « Vous appelez rarement scandale quand c'est vous qui le commencez. » Hélène absorba la phrase avec un tremblement sur les lèvres. « Raphaël est en train de détruire sa propre place au conseil d'administration à cause de vous. » Clémence faillit refermer la porte, mais Hélène ajouta « Je suis en train de perdre mon fils. Ce n'était pas des excuses, c'était une accusation déguisée en deuil. » Clémence répondit avec fermeté « Vous ne perdez pas Raphaël à cause de moi. Vous perdez Raphaël à cause des décisions qu'il a finalement décidé de voir. » Hélène regarda à l'intérieur de l'appartement, la table simple,
la photographie de Marine, le pendentif posé à côté. Ses yeux se fixèrent sur l'image de la femme qu'elle avait haïe pendant des décennies. « Elle semblait toujours innocente », murmura-t-elle. Clémence ouvrit davantage la porte, non comme une invitation, mais comme un défi. « Entrez, Madame Hélène. Regardez bien, ce sera peu, être la première fois que vous verrez ma mère sans la transformer en rivale. » Hélène entra lentement, comme si cet humble appartement la blessait plus que n'importe quelle salle de conseil d'administration. Elle s'arrêta devant la photographie de Marine et resta trop longtemps silencieuse. J'avais 28 ans. Quand j'ai réalisé que le père de Raphaël prononçait son nom d'une manière différente, dit-elle, j'avais déjà un jeune fils, un beau-père qui me traitait comme une pièce décorative et des conseillers attendant toute faute de ma part pour me remplacer par une épouse plus obéissante. Marine n'avait rien besoin de faire. Son existence prouvait déjà que je n'étais pas irremplaçable. Clémence écouta sans adoucir son visage. Ma mère aussi avait peur, seulement elle n'avait pas de manoir, d'avocat de famille, ni un nom de famille pour la protéger. Hélène se retourna. « Crois-tu que je ne le sais pas ?» La voix sortit plus âpre que puissante. « C'est justement parce que je le savais que je la haïssais, parce qu'elle pouvait tout perdre, et pourtant paraître digne. J'avais tout, et je vivais terrifié. La confession ne nettoyait rien, mais elle retirait le venin du champ des caricatures. Clémence eut de la peine, et détesta ressentir de la peine. Vous avez répété avec moi ce qu'ils lui ont fait. » Hélène ferma les yeux. « Je sais. » Les deux mots restèrent en suspens, insuffisants, tardifs, mais suffisamment vrais pour changer la respiration de la pièce. Raphaël arriva quelques minutes plus tard, appelé par Marthe, qui avait vu Hélène entrer et craignait le pire. Il trouva les deux femmes dans le petit salon, séparées par une table et par une histoire entière. « Mère », dit-il avec prudence. Hélène se leva, retrouvant une partie de sa posture. « Musique. Je ne suis pas venu demander pardon. Je ne sais pas si je saurais le faire d'une manière qui ne semblerait pas une autre tentative de contrôle. » Clémence resta silencieuse. Raphaël aussi. Hélène ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. « Ceci est une déclaration. Je reconnais que la note envoyée aux chroniques sociales est venue de mon initiative et que les insinuations sur Clémence étaient fausses. Je renonce également officiellement à ma position au sein du comité familial lié au projet de Marseille pendant toute la durée de l'audit. » Raphaël regarda l'enveloppe, mais ne la prit pas. « Pourquoi maintenant ?» Hélène sourit sans joie. « Parce que j'ai perdu la réunion, j'ai perdu le conseil d'administration, j'ai perdu la version, et peut-être parce que quand j'ai vu la photographie de Marine ici, j'ai compris que j'ai passé des décennies à me battre avec une femme morte, et j'ai presque détruit une femme vivante. » Clémence sentit le bébé bouger fort, comme si son corps répondait avant sa raison. « Cela n'efface pas ce que vous avez fait. » Hélène acquiesça. « Non, musique. Et je ne demanderai pas à fréquenter le berceau de votre fils comme si une signature me transformait en la grand-mère sûre. » La phrase surprit Raphaël. Clémence perçut que c'était la première chose vraiment responsable qu'Hélène disait depuis le début. La déclaration fut publiée le lendemain, sans spectacle, mais avec suffisamment de force pour démanteler le récit qu'elle-même avait planté. Patricia Moreau tenta d'adoucir sa propre participation. Certains conseillers feignirent la surprise, et les profils qui avaient attaqué Clémence commencèrent à parler de prudence, mot préféré de celui qui se trompe en public et ne veut pas appeler ça une erreur. L'audit suivit son cours. Le projet Hôtel l'Ancre Royale ne fut pas remis à Clémence comme un trophée, ni arraché aux de Valois comme une vengeance. Après des semaines de négociations, il fut défini qu'une partie de la participation historique serait reconnue en faveur du patrimoine de Dubois et Scie, avec la création d'un fonds indépendant pour préserver la mémoire des travailleurs de l'ancien hôtel, financer la formation professionnelle de jeunes du réseau hôtelier. Clémence insista sur cette clause. « Ma mère ne s'est pas battue pour que je devienne propriétaire d'un symbole vide », dit-elle à Augustin. Raphaël la soutint sans chercher à apparaître comme l'auteur de l'idée. Pour lui, le geste le plus difficile n'était pas de renoncer au contrôle, c'était de rester à ses côtés sans transformer sa réparation en une vitrine de son propre changement. Hélène signa les termes sans disserter. En sortant de la salle, elle croisa Clémence dans le couloir et dit « Seule Marine aurait aimé ça ». Clémence répondit après un silence « J'espère que oui. » Le retour au manoir de Neuilly-sur-Seine ne se déroula pas comme les magazines l'auraient imaginé. Il n'y eut pas de fête, de dîner de réconciliation, de fleurs exagérées ou de photographies calculées sur le balcon. Clémence revint un après-midi tranquille, avec une petite valise accompagnée de Raphaël et Marthe, qui pleuraient en faisant semblant d'arranger des coussins. Elle s'arrêta à l'entrée du salon où tout avait commencé et sentit que son corps se souvenait avant son esprit, la table, le canapé, la lumière de la mer, l'endroit où Hélène avait posé le contrat comme une sentence. Raphaël le perçut et ne la pressa pas. « Nous pouvons partir », dit-elle. Clémence respira profondément. « Non,
J'avais juste besoin de sentir si cette maison me dominait encore. Il attendit. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, ouvrit les rideaux et laissa le soleil envahir le froid marbre. « Notre fils peut naître n'importe où, dit-elle. Mais si je reste ici, ce ne sera pas comme une invitée tolérée. » Raphaël s'approcha suffisamment pour qu'elle puisse choisir de le toucher. Cette maison aura de nouvelles règles. La première est simple. Musique. Personne n'entre dans notre vie en utilisant l'amour comme autorité. Clémence le regarda, fatigué et ému. Y compris toi. Il sourit légèrement, triste et sincère. Principalement moi. Dans les mois suivants, l'amour entre eux ne revint pas comme une scène de série télévisée. Avec un baiser effaçant toutes les blessures, il revint dans les détails difficiles. Raphaël apprit à annuler des réunions sans transformer cela en un sacrifice héroïque. Il apprit à demander avant de décider, à écouter sans préparer une défense, à accepter que Clémence puisse pleurer pour quelque chose d'ancien, même les bons jours. Clémence apprit à dire quand elle avait peur, non pas après s'être endurcie jusqu'à paraître distante. Elle apprit que révéler une douleur n'était pas livrer une arme à l'autre, tant que l'autre était devenu digne de confiance. Hélène resta en dehors du manoir pendant un certain temps, vivant dans un appartement du 16e arrondissement, suivant une thérapie sur l'insistance de Raphaël et les conseils des avocats. Bien qu'elle l'appelât pour des consultations de réorganisation personnelle pour ne pas paraître trop vulnérable, quand elle lui rendit finalement visite, Clémence n'apporta qu'un livre pour enfants sans ruban cher, sans discours. Elle resta 20 minutes, demanda si elle avait besoin de quelque chose et partit avant que sa présence ne devienne une pression. Ce n'était pas une rédemption complète, c'était le début de la responsabilité. Et dans cette famille, la responsabilité était déjà une révolution silencieuse. Le fils de Raphaël et Clémence naquit un matin pluvieux à Marseille, non pas au milieu d'un scandale, mais entouré d'une paix difficilement conquise. Raphaël tint la main de Clémence pendant tout le travail de l'accouchement, sans phrases grandiloquentes, répétant seulement quand elle semblait perdre des forces « Je suis là ». Et cette fois, la phrase n'arriva pas trop tard. Quand l'enfant pleura pour la première fois, Clémence pensa à Marine, à l'appartement du Marais, à l'hôtel L'Ancre Royale, à la porte du salon où elle avait presque été expulsée de sa propre vie. Raphaël lui embrassa le front et demanda les yeux humides. « Comment veux-tu l'appeler » Clémence regarda le petit bébé furieux contre le monde et sourit. « Thomas, Marine, de Valois-du-Bois. » Raphaël rit entre les larmes. « Marine, comme deuxième prénom ?» Elle acquiesça pour qu'il sache que cela venait d'une femme qu'on avait tenté d'effacer et d'une autre qui avait décidé de ne pas disparaître. Quand Hélène entra dans la chambre, quelques heures plus tard, elle s'arrêta à la porte et demanda la permission avant de s'approcher. Clémence observa ce geste simple, presque invisible pour toute autre famille, musique, et comprit que certaines victoires ne faisaient pas de bruit. Hélène regarda son petit-fils et murmura « Bienvenue Thomas ». Elle ne dit pas qu'il était un de Valois, musique, elle ne dit pas qu'il était un héritier, elle dit juste son nom. Quelque temps plus tard, lorsque l'hôtel L'Ancre Royale fut rouvert comme centre de formation et hôtel historique restauré, Clémence marcha dans le hall avec Thomas dans ses bras et Raphaël à ses côtés. Sur le mur principal, une photographie de Marine Dubois avait été placée parmi les images de travailleurs, fondateurs, cuisinières, serveuses, réceptionnistes et grooms qui avaient donné vie au lieu avant que les puissants ne tentent de tout transformer en chiffres. La plaque ne l'appelait pas maîtresse, musique, menace ou scandale. Elle disait « Marine Dubois est si, travailleuse, héritière et mémoire vivante de cet espace. » Clémence toucha le cadre avec ses doigts libres et ressentit une paix qui ne ressemblait pas à de l'oubli, mais à du repos. Raphaël lui serra la main. « Merci de ne pas avoir laissé ma famille terminer l'histoire de la mauvaise manière. » Clémence le regarda, puis son fils. « Moi aussi, j'ai failli laisser la peur écrire pour moi. » Il lui embrassa la main, et maintenant elle sourit en écoutant le son de la mer qui arrivait par les portes ouvertes. Maintenant, nous écrivons lentement. Dehors, Marseille continuait de briller, pleine de contradictions, de beauté et de bruit. Mais pour la première fois, Clémence ne se sentit pas une visiteuse dans la ville, dans la maison, dans l'amour ou dans son propre nom. Elle était revenue à l'histoire non pas comme une femme humiliée, mais comme quelqu'un qui avait finalement choisi de rester sans se rabaisser pour s'adapter. 5 ans après la réouverture de l'Ancre Royale, Marseille avait déjà appris à prononcer le nom de Marine Dubois, et si, sans murmurer. L'hôtel historique n'était plus seulement une façade restaurée pour les touristes riches qui prenaient des photos devant la mer. Il était devenu un lieu vivant avec une école de formation, un restaurant géré par d'anciens élèves et des couloirs où les anciens employés étaient traités comme faisant partie de la mémoire, non comme une ombre de luxe. Clémence marchait dans le hall ce matin-là avec Thomas, tenant sa petite main curieuse,
tandis que Raphaël venait quelques pas derrière portant un dossier de documents et la veste de son fils, car Thomas insistait toujours pour ne pas avoir froid jusqu'à ce que le vent marin prouve le contraire. L'enfant avait les yeux attentifs de sa mère et l'obstination silencieuse de son père. Il s'arrêta devant la photographie de Marine, inclina la tête et demanda « Maman, c'est la grand-mère que je n'ai pas connue ?» Clémence s'accroupit à côté de lui, toucha doucement le cadre et répondit avec tendresse « C'est grand-mère Marine, elle n'a pas pu te prendre dans ses bras, mais elle t'a laissé une histoire pour que tu ne naisses petit devant personne. » Thomas fronça les sourcils, essayant de comprendre. Raphaël s'approcha et ajouta à voix basse. « Elle nous a tous appris à nous excuser trop tard et à essayer de réparer quand même. » Ce jour-là ne devait être que l'inauguration de la nouvelle aile des bourses de l'Institut. Une cérémonie simple avec des élèves, des professeurs, la presse locale et quelques investisseurs. Clémence avait insisté pour qu'il n'y ait pas de tapis rouge, de champagne cher, ni de discours vides de gens voulant associer leur propre nom à une réparation qu'ils n'avaient pas aidé à construire. Pourtant, les événements liés à la famille de Valois n'étaient jamais tout à fait simples. Il y avait des photographes à la porte, des chroniqueurs mondains feignant l'intérêt pour l'éducation professionnelle et des dirigeants observant chaque geste de Raphaël, toujours en attente d'un signe de faiblesse ou de pouvoir. Hélène serait également présente. Cela seul transformait l'air. Depuis la naissance de Thomas, elle avait appris à demander la permission avant d'entrer, musique, à ne pas acheter l'affection avec des cadeaux et à ne pas transformer la culpabilité en autorité. Mais Clémence savait qu'une femme comme Hélène ne changeait pas d'essence comme on change de robe. Elle changeait par discipline, par peur de tout perdre à nouveau, et être par un repentir qui ne savait pas encore se comporter. Quand sa voiture s'arrêta devant l'hôtel, Thomas courut jusqu'à la porte avant que tout adulte ne l'en empêche. « Grand-mère Hélène !» cria-t-il. Et le visage d'Hélène se décomposa pendant une seconde entière. Hélène descendit avec une robe bleu marine discrète, sans bijoux voyants, tenant une petite boîte en bois. Elle ne se pencha pas pour embrasser Thomas avant de regarder Clémence, comme quelqu'un qui se souvenait encore des règles invisibles. Clémence sentit. Seulement alors Hélène reçut l'enfant dans ses bras, fermant les yeux un instant. « Tu as grandi depuis dimanche, » dit-elle, essayant de paraître sérieuse. Thomas rit. « Je n'ai pas grandi du tout. Vous dites toujours ça. » Raphaël observa la scène avec un mélange de soulagement et de vigilance, car l'amour entre mère et fils était aussi devenu plus honnête après les ruines. Hélène s'approcha de Clémence et lui tendit la boîte. « J'ai apporté ça pour l'Institut. Pas pour toi, mais j'ai pensé que tu devrais le voir avant. » Clémence ouvrit. À l'intérieur, il y avait un vieux badge, taché par le temps, avec le nom de Marine Dubois et le logo original de l'Ancre Royale. Son silence fut immédiat. Raphaël resta également immobile. Hélène parla sans se défendre. « Je l'ai trouvé dans un dossier que j'avais encore avec moi. Pendant des années, je l'ai gardé comme si garder c'était vaincre. Maintenant, j'ai compris que cacher les objets des morts est une manière petite et lâche de continuer à les commander. » Clémence serra le badge avec précaution. « Pourquoi seulement maintenant ? Musique !» Hélène regarda la photographie de Marine de l'autre côté du hall, parce que j'avais toujours honte d'admettre que même son souvenir, j'ai essayé de le contrôler. La cérémonie commença en retard, car Clémence eut besoin de quelques minutes seule dans l'ancienne salle de réception, maintenant transformée en espace de mémoire. Raphaël la trouva près de la fenêtre, le badge de Marine entre les doigts. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il avait appris, après de nombreuses erreurs, que cette question exigeait parfois une fausse réponse. Il resta juste à ses côtés, regardant l'avenue dehors, les bus, les taxis, les touristes, la vie qui continuait de passer, sans demander la permission au drame de personne. « Je pensais que j'avais fini de découvrir des choses sur ma mère, » dit Clémence. Raphaël respira profondément. « Peut-être que nous ne finirons jamais de connaître ceux qui sont morts avant de pouvoir s'expliquer. » Elle sourit avec tristesse. « Tu parles mieux quand tu n'essaies pas de résoudre. » Il laissa échapper un rire bas, 5 ans d'entraînement. Clémence le regarda, et la tendresse entre les deux n'avait plus de hâte ni de spectacle. Elle était faite de café froid près du berceau, de discussions sur l'école, de nuits où elle se réveillait encore effrayée sans savoir pourquoi, de matins où Raphaël s'excusait pour quelque chose d'ancien qu'il comprenait enfin. « Ta mère essaie, dit-elle. » Raphaël acquiesça. « Oui, mais essayer ne t'oblige pas à alléger son fardeau. » Clémence ferma la boîte. « Je sais. Je ne veux juste pas que Thomas hérite de nos tranchées. » Quand Clémence monta sur la petite estrade, le hall se tut. Derrière elle, au lieu d'un panneau avec des sponsors, il y avait des photographies de travailleurs de l'ancien hôtel L'Ancre Royale. Musique, beaucoup d'anonymes, certains déjà décédés, tous enfin nommés. Thomas s'assit au premier rang entre Raphaël et Hélène, balançant ses jambes sans patience pour les discours.
Clémence commença sans lire le papier. Pendant longtemps, cet endroit a enseigné un mensonge élégant, que certaines personnes entrent par la porte principale et d'autres existent seulement pour la maintenir propre. Ma mère a travaillé ici et en a été héritière et a été expulsée de sa propre histoire, parce que quelqu'un a décidé que sa dignité menaçait des intérêts plus grands. Le silence devint attentif, non gêné. Elle continua. Aujourd'hui, nous inaugurons des bourses au nom de Marine Dubois et Si, non pas pour transformer la douleur en un monument, mais pour empêcher que de jeunes talents soient convaincus qu'ils doivent s'excuser de vouloir occuper de beaux espaces. Raphaël baissa les yeux, ému. Hélène garda le visage ferme, mais ses mains tremblaient sur la boîte vide. Alors Thomas, sans comprendre le protocole, leva la main et demanda à voix haute. « Maman, moi aussi je peux étudier ici quand je serai grand ?» Quelques personnes rirent avec tendresse. Clémence lui sourit. « Tu peux, musique, mais tu devras arriver à l'heure comme tout le monde. » L'enfant fit une grimace et même Hélène rit. Après les applaudissements, tandis que les élèves entouraient Clémence de questions et de remerciements, un homme inconnu s'approcha de Raphaël. Il avait une 60aine d'années, la peau marquée par le soleil, une chemise simple et une enveloppe serrée contre sa poitrine. Maître Raphaël de Valois. Raphaël, qui se méfiait encore des approches inattendues, répondit avec prudence. L'homme se présenta comme Célian, ancien groom de l'hôtel à l'époque de Marine. Il dit qu'il avait vu la cérémonie à la télévision de la loge où il travaillait et avait décidé de venir. « Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas apparaître. J'ai juste pensé que ça devait revenir à la jeune femme. » Raphaël appela Clémence avant d'accepter l'enveloppe. Elle vint avec Thomas à ses côtés et Hélène à quelques pas, comme si une force ancienne l'entraînait vers la scène. Célian tendit le papier à Clémence. « Votre mère m'a donné ça 1 mois avant de partir. Elle m'a demandé de le garder au cas où un jour quelqu'un dirait qu'elle avait menti sur ce qu'elle a vécu ici. » Clémence ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une photographie entière, non déchirée, non cachée. Marine, devant l'encre royale, enceinte, une de ses mains sur le ventre, à côté du père de Raphaël et d'Hélène, très jeune au fond, regardant la caméra avec une expression impossible à confondre. Ce n'était pas de la haine, c'était encore de la peur. Hélène porta la main à sa bouche, et le geste fut si humain que personne ne parla pendant quelques secondes. Sur la photo, musique, Marine ne semblait pas une maîtresse triomphante, ni une menace calculée. Elle semblait une femme fatiguée essayant de rester debout. Le père de Raphaël apparaissait à ses côtés, sérieux, musique, sans la toucher, mais le corps incliné en protection. Hélène était derrière, partiellement floue, trop jeune pour la dureté qui allait venir. Clémence sentit Thomas lui serrer la main. « C'est grand-mère Marine avec toi dans le ventre ?» demanda-t-il. La question simple les traversa tous. Clémence s'accroupit, montra la photo et répondit « C'est moi là, avant de naître. » Thomas y ouvrit les yeux. « Alors toi aussi tu étais un bébé caché. » Raphaël ferma les yeux, frappé par l'innocence cruelle de la vérité. Clémence embrassa le front de son fils. « J'étais un bébé qui attendait un endroit sûr. » Hélène s'approcha lentement. « Et moi, j'ai contribué à t'enlever cet endroit. » Personne ne s'attendait à ce qu'elle dise cela là, devant Raphaël, Clémence, musique, Thomas et un inconnu qui avait porté le passé dans sa poche pendant des décennies. Clémence la regarda sans offrir une absolution automatique. « Oui, vous avez contribué. » Hélène acquiesça, recevant la phrase comme une sentence méritée. Célian, gêné, tenta de s'éloigner, mais Clémence le retint par le bras, avec délicatesse. « Merci de ne pas l'avoir jeté. » Il sourit avec humilité. Il y a des choses que le pauvre apprend à garder parce qu'il sait que le riche disparaît avec les papiers quand ça lui convient. La phrase aurait pu générer de l'inconfort, mais Clémence acquiesça simplement. Raphaël demanda à l'équipe de l'Institut d'enregistrer le nom de Célian comme collaborateur de la mémoire de l'encre royale. Mais l'homme refusa toute cérémonie. Il voulait juste un café et retourner au travail. Thomas, fasciné, demanda s'il connaissait des histoires de vieilles valises et de célèbres clients. Et Célian promit de lui en raconter une courte. Pendant qu'ils conversaient, Raphaël s'approcha d'Hélène. « Vous vous souvenez de ce jour ?» Hélène regarda la photographie comme si elle faisait face à une version d'elle-même qui avait survécu pour l'accuser. « Je m'en souviens. Ton père a dit qu'il ferait une révision de l'accord. J'ai dit qu'il détruirait notre famille. » Marine a tout entendu. Le lendemain, elle n'est plus entrée à l'hôtel. Musique. Raphaël respira profondément. « Et vous avez passé votre vie à appeler ça de la protection ?» Hélène répondit sans quitter la photo des yeux, parce que l'appeler cruauté exigerait que je change avant d'être prête. En fin d'après-midi, lorsque les invités étaient déjà partis et que le hall était presque vide, ils ne remplacèrent pas l'ancienne image de Marine, mais la placèrent à côté, comme quelqu'un qui permet à une femme d'avoir plus d'une facette. Thomas aida en tenant le ruban, fier de sa mission. Raphaël resta derrière eux, et Hélène resta plus distante,
respectant l'espace qu'elle ne savait pas encore si elle méritait d'occuper. Quand tout fut terminé, Clémence appela sa belle-mère par son nom, non par affection pleine, mais par choix conscient. « Hélène, venez voir. » La femme s'approcha lentement. Sur le mur, Marine apparaissait maintenant comme travailleuse, héritière, femme enceinte, mère, victime et survivante. Elle ne tenait plus dans aucun mensonge simple. Hélène regarda la photo entière et pour la première fois pleura sans essayer de se cacher. Thomas, confus, tira sur sa musique manche. « Grand-mère, tu es triste ?» Hélène s'agenouilla devant lui avec difficulté. « Je suis triste à cause de choses que j'ai faites avant ta naissance. » Il réfléchit une seconde, sérieux comme seuls les enfants peuvent l'être. « Alors, fais de bonnes choses maintenant. » Raphaël détourna le visage, ému. Clémence ferma les yeux. Aucun adulte dans cette pièce n'aurait pu mieux le dire. Ce soir-là, la famille marcha sur le trottoir de Marseille, sans garde collée, juste avec une distance discrète, tandis que Thomas courait quelques pas devant, essayant de ne pas marcher sur les pierres sombres du dessin de la promenade. La mer était agitée et le vent ébouriffait les cheveux de Clémence. Raphaël lui mit sa veste sur les épaules et elle accepta sans transformer le geste en une dette. Hélène marchait à ses côtés, plus silencieuse que d'habitude. Près d'un kiosque, Thomas demanda une eau de coco et tous s'arrêtèrent comme une famille presque ordinaire, de celles qui ne portent pas d'empire, d'actes anciens et de scandales hérités. Clémence observa son fils boire à deux mains et pensa que être la liberté, c'était cela, non pas effacer le passé, mais l'empêcher de choisir seulement l'avenir. Raphaël lui toucha les doigts. « Tu es loin, dit-il. Musique. » Elle sourit. « Je suis ici. Je pense juste que ma mère a enfin un mur, un nom et une histoire entière. » Il lui serra la main. « Et toi ?» Clémence regarda Thomas, puis Hélène, puis l'homme qui avait appris à arriver avant la blessure. « J'ai enfin une maison qui ne dépend pas du silence pour se maintenir debout. » Raphaël lui embrassa la main sans rien dire. Cette fois, le silence ne cachait pas la peur. Il gardait la paix.